Bonsoir à toutes et tous, salut Volca, salut Bandini, salut Kyle, salut GR33, salut le Dagda, salut Sergio Canedo aussi. Bienvenue dans le talk de France Info, mercredi, jeudi, 17h18, 19h, pardon, pour parler de politique, d'économie, de tendance, de tech, de web, de diplomatie, de tout ce qui fait l'actu avec celles et ceux qui font l'actu ou qui savent ce qui se passe en tout cas dans l'actu. Et puis bien sûr avec vous dans le chat, posez vos questions, on les passe aux invités en quasi direct. On essaie de répondre avec tout le monde, vous avez le droit de râler, de chafouiner. La seule règle c'est de le faire avec courtoisie, et Jérémy Alamodé qui est arrivé, il me semble, est là pour vous garantir avec moi un espace de débat safe et bienveillant. Au programme de ces 2 heures, dans quelques minutes, on prendra une balayette pour passer un grand coup sur la grande étagère poussiéreuse des articles de la Constitution qui fâchent et qui crispent, avec parmi eux l'article 49 alinéa 3, dont l'ombre plane sur le vote du budget proposé par Michel Barnier, l'article 49.3 qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote, mais qui l'expose à une motion de censure. On va parler majorité, budget, coup de poker, Constitution et peut-être gronde sociale. Ce sera jusque 18h, heure à laquelle on ira faire un tour du côté des autoroutes du gaz russe, puisque pendant des années, le gaz russe, bon marché, a alimenté les industries et chauffé les foyers européens. Ça, c'était avant la guerre en Ukraine, parce que maintenant, l'Europe, et donc la France, se retrouve confrontée à l'urgence de se sevrer des hydrocarbures de Vladimir Poutine, tout en poursuivant ses ambitions climatiques. Plus simplement, plus prosaïquement, on va se poser cette question, est-ce qu'on en a fini avec le gaz russe? Ce sera jusque 19h. Pour l'instant, il est 17h07, passé de 8 secondes à Paris, doit être à peu près à la même heure à Pantin et Plouvien, et une heure de plus certainement à Moscou. Nous prenons un vélo ou un TGV pour Paris, au Palais Bourbon, au 126 rue de l'Université, où se dressent les colonnes de l'Assemblée nationale, avec dans la rumeur de ses alcôves et dans l'arène de son hémicycle des débats houleux autour du vote du budget. Et une question, les députés vont-ils devoir siéger ce week-end à l'Assemblée nationale pour discuter du volet recettes du budget? Les discussions avancent péniblement, la faute à des amendements très nombreux, on en comptait 2800 ce midi, ça a peut-être changé, le gouvernement devant décider en fin de journée d'une prolongation des débats pendant le week-end, après concertation avec la présidente de l'Assemblée et les groupes politiques. Bonsoir, bonjour, il est 17h. Bonsoir Pierrick Bonneau. Bonsoir. Salut Pierrick, t'es journaliste au service politique de France Info et c'est la première fois que tu viens chez nous, donc c'est cool. T'as descendu d'un étage, bienvenue chez toi. C'est mon baptême du feu. C'est ton baptême du feu, je suis sûr que ça va très bien se passer. À tes côtés, Quentin Calmé qui lui vient souvent. Salut Quentin. Bonjour Ludo, ça va? Ça va très bien, t'es journaliste politique et parlementaire à Public Sénat. Tous les deux, je pense que vous avez fait quelques petits allers-retours à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on disait avant que le stream ne commence, c'était plutôt calme. Qui veut? Oui, j'y étais encore hier, avant-hier, toute la semaine. C'est plutôt calme par rapport au brouhaha et au bordel, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé à un moment donné, quand on a parlé de la stratégie de bordélisation de l'année dernière. En fait, l'année dernière, il y a notamment la France Insoumise qui était très agitée dans l'Assemblée, qui déposait amendement sur amendement et qui surtout ne voulait pas retirer les centaines d'amendements. Donc c'est ces textes qui viennent compléter la version initiale du gouvernement. On n'est pas vraiment dans le même état d'esprit du tout cette fois-ci, avec un peu plus de responsabilité peut-être du côté de la gauche. Et c'est peut-être aussi l'objectif que Michel Barnier avait au début de ces débats, c'est-à-dire qu'il voulait des débats sereins, il voulait des débats constructifs. Et pour l'instant, on en prend plutôt le chemin. Alors ça va très lentement, on va y revenir, hein, mais en tout cas c'est calme. C'est même plutôt un peu chiant quand on est journaliste politique pour l'instant. Oui, il y a la volonté des groupes d'aller le plus loin possible dans les débats et de faire échouer la discussion autour du budget le plus tard possible, avec même l'espérance à gauche, pourquoi pas, de finir par faire voter un texte mardi, donc qui serait arrivé au bout de tous les amendements, comme on évoquait, hein, qui sont tous les apports ou les suppressions que veulent faire passer les députés. Alors qu'on le sait, il y a l'ombre du 49.3 qui plane, tu le disais Ludo, au-dessus de la discussion, puisque le gouvernement a été autorisé officiellement. Hein. On ne le sait peut-être pas, mais il y a une délibération qui est nécessaire de la part du Conseil des ministres pour que le Premier ministre puisse monter à la tribune et dire « j'engage la responsabilité de mon gouvernement » comme l'a fait 23 fois Elisabeth Borne. Et ça a été fait mercredi matin, puisque c'est hier matin que le Conseil des ministres s'est tenu. Et ce qui évite par exemple de réunir le Conseil des ministres en urgence lundi soir s'ils veulent enclencher 49.3. Là, ça y est, le canon est chargé, le tir peut partir quand Michel Barnier le voudra. Sachant qu'on lit qu'il y a plein de stratégies possibles pour l'exécutif, qui serait même de ne pas forcément utiliser le 49.3, de laisser voter un texte qui ne leur plairait pas mardi sur le volet recettes, et donc de l'enclencher plus tard dans la discussion, voire même il y aurait peut-être une stratégie de laisser le texte aller au bout, et en fait on pourrait se rendre compte que mardi ce texte plaît à personne parce qu'il est protéiforme, la gauche fait voter des choses, etc., et il serait rejeté.
Auquel cas, on arrêterait là l'examen du projet de loi de finances et le texte irait au Sénat. Et en fait, l'idée pour Michel Barnier, c'est d'utiliser le moins possible ou le plus tard possible le 49.3. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très très mal perçu dans l'opinion, qui est radioactif On va en parler après, pour un Premier ministre lorsqu'il l'utilise. Et puis voilà, on a la méthode Michel Barnier, on pourrait dire aussi Nathalie Delattre, la nouvelle ministre des Relations avec le Parlement, qui est une ancienne sénatrice, qui est de dire nous on veut laisser parler les parlementaires qui sont là pour ça. Peut-être aussi pour ça on s'ennuie davantage par rapport à un gouvernement Borne ou Attal qui était très électrique. Là, il y a effectivement un retour à la politique à papa, c'est peut-être pas le bon mot, mais une façon de faire de la politique à l'ancienne où on laisse parlementer, ce qui fait que ça désactive tous ces clivages qui sont parfois un peu faux, etc. Mais là, on discute sur le fond, et puis on va voir à la fin, il y aura des votes, et puis ce sera la politique à l'ancienne, quoi. Oui, tu disais effectivement que l'objectif de Michel Barnier était peut-être que ce texte soit aille au bout et soit rejeté, soit ne puisse pas du tout être voté à l'Assemblée. L'objectif aussi pour Michel Barnier, c'est effectivement d'aller au Sénat. Pourquoi ? Tu l'as pas dit, c'est parce qu'au Sénat, la majorité, elle est à droite. Que Michel Barnier est un homme de droite, c'est un membre des LR, et qui sait très bien que en fait, le texte qui serait éventuellement voté au Sénat serait un texte qui serait proche de sa copie à lui. Donc l'objectif aussi peut-être du Premier ministre, c'est de dire allez jusqu'au bout, faites ce que vous voulez à l'Assemblée, de toute façon le texte sera réécrit au Sénat. Donc, Il y a Volca dans le chat, salut Volca, qui nous dit c'est pas un hasard, on a un Premier ministre LR, Macron s'appuie sur le Sénat pour faire passer son budget. Ouais. C'est pas tout à fait faux. sachant qu'il va revenir à l'Assemblée quoi qu'il arrive, Oui. et que dans le cadre budgétaire, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Oui. Bon, après, on pourra parler des commissions mixtes paritaires, c'est encore un autre niveau des questions parlementaires, mais on a vu que ça avait sa grande importance pendant le projet de loi immigration, et là aussi ça va l'avoir, puisque il pourrait y avoir une majorité grâce au Sénat dans cette commission mixte paritaire, mais on y reviendra peut-être plus tard. C'est vrai que Michel Barnier est venu au Sénat mardi matin devant le groupe LR qui avait sa réunion de groupe. Ils sont 150 les LR au Sénat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport aux 45 députés autour de Laurent Wauquiez. Donc vous avez un énorme groupe LR, avec en plus donc 9 ministres qui venaient de la majorité sénatoriale, dont Bruno Retailleau, qui était quand même le président des sénateurs LR, qui devient ministre de l'Intérieur, qu'on voit beaucoup. Et en plus, vous avez les centristes, qui sont très nombreux aussi, qui sont une cinquantaine autour d'Hervé Marseille. Vous rajoutez des petits groupes, les RDSE, le groupe de Claude Maluret aussi, les Indépendants. Vous avez une énorme majorité de la droite et du centre au Sénat. Donc effectivement, Michel Barnier, quand il vient, non seulement il est ovationné comme tous ses ministres, mais en plus, il peut faire effectivement passer des choses et avoir des examens au fond des textes. Et donc on a vu par exemple hier que sur le report des élections en Nouvelle-Calédonie ou sur le financement de l'audiovisuel public, il s'appuyait sur des propositions de loi venues de sénateurs. Et on va pouvoir comme ça vraiment s'appuyer sur le travail sénatorial, ce qui est tout à fait nouveau. Je travaille à Public Sénat depuis des années. On a rarement, le Sénat est rarement un point comme ça d'intérêt et d'un centre de gravité de la politique française. C'est véritablement le cas depuis la nomination de Michel Barnier, même si on avait bien senti que depuis qu'il y avait une majorité relative, depuis 2022, il y avait beaucoup plus d'importance du Parlement en général, que les choses se jouaient beaucoup plus en fonction des majorités au Parlement. Là, il y a vraiment un poids du Sénat, c'est évident. D'ailleurs, on y va quasiment peu au Sénat par rapport à l'Assemblée. Alors je pense qu'on va effectivement y aller plus souvent dans les prochaines semaines, en raison de ce que tu as dessus. Ouais. Il y a Volca qui dit le Sénat, c'est vraiment l'angle mort de la démocratie. C'est dommage, parce que non, mais en vrai, c'est parce que il y a un manque de connaissances. Après, sans doute qu'il y a aussi des défauts de communication de la part des sénateurs. Je suis pas là pour les défendre. C'est une institution. Il y a des images qui sont très ancrées dans la tête des gens. Et qui sont peut-être pas... Voilà. Et après, le Sénat a peut-être aussi, pendant des années, pas été une chambre très ouverte à la presse, pas très ouverte à la communication. Et puis ça se joue beaucoup plus en coulisses aussi, les discussions. Oui, exactement. Au Sénat. Il y a des différences de mentalité qui sont très importantes entre les deux chambres du Parlement. Par exemple, un exemple très concret, les réunions de commission au Sénat ne sont pas publiques. Il y en a un compte-rendu écrit qui est fait a posteriori, mais vous n'avez pas l'examen des textes en commission à la télévision ou de capter de façon publique, alors que oui, c'est le cas chez les députés. Et des cultures différentes aussi, parce qu'au Sénat, il y a une recherche de compromis, y compris entre les groupes politiques, au sein des réunions de commission.
Et donc ça fait des réunions de commission ou même des débats parlementaires beaucoup moins clivants, il y a beaucoup moins la culture du clash, la culture de la petite phrase, c'est beaucoup moins le cas au Sénat, ce qui rend des fois effectivement c'est plus difficile à suivre et moins intéressant pour le grand public, mais il s'y passe énormément de choses. Les rapports sénatoriaux sont souvent bien plus malins et bien mieux ficelés que les rapports des députés parce qu'ils sont transpartisans, parce qu'ils sont effectivement moins dans la lumière des projecteurs de l'opinion, et donc du coup ils font un travail de fond qui est souvent remarquable. On a Emmanuel Rivière qui vient de nous rejoindre. Salut Emmanuel, bienvenue. Avec retard, pardon pour mon retard auprès de tout le monde, ravi d'être avec vous. Aucun problème, c'est un plaisir de t'avoir ce soir, bienvenue. Emmanuel Rivière qui est politologue et consultant en stratégie d'opinion. Emmanuel, on se disait qu'on s'ennuyait un petit peu en ce moment à l'Assemblée nationale, qu'il y avait toutefois l'article 49 alinéa 3 qui était prêt à être dégainé avec tout ce que ça pouvait susciter dans l'opinion publique. C'est un article qui est un peu radioactif. Comment ça pourrait être perçu ? C'est le retour aux vieilles méthodes, comme le disait l'extrême droite, le Rassemblement national et une partie de la gauche. Comment ça pourrait être perçu ? Mal. Il y a un sondage là, qui vient de paraître chez vos confrères de BFM et Lab qui l'a fait, qui dit que 58% des Français trouveraient ça inacceptable. Alors c'est effectivement un article qui est bien connu, hein. Il y a une vraie familiarité, pas avec tous les articles de la Constitution, mais celui-là, il est connu, il n'est pas aimé. Il est associé à une forme de déni de démocratie et une forme d'autoritarisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a trois objets. On a d'un côté le budget, c'est-à-dire en fait la dette et les déficits. Et d'ailleurs, c'est ça qui me frappe, moi, dans ce que peut en percevoir l'opinion. Finalement, ce dont on discute aujourd'hui, c'est des moyens de combler la dette et les déficits. C'est-à-dire, c'est pas un budget de politique publique, c'est pas un budget de grandes orientations, c'est pas un budget qui donne une direction, qui dit ce vers quoi on espère aller. C'est un budget qui pallie une difficulté assez largement partagée, puisque paramétrique, exactement. C'est un budget paramétrique, peu à la manière de l'expression popularisée au moment de la réforme des retraites, qui n'était finalement que paramétrique. Et puis on a un autre objet qui est la démocratie. On pourrait faire référence, il y aura une autre enquête, celle du CESE, les États de la France, qui dit des formes de doute sur la démocratie. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait des Français en nombre qui soient prêts à adopter un autre régime. Qu'en revanche, il y ait des Français qui estiment qu'il y a un déficit démocratique, oui, ça c'est sûr, et qui ont le sentiment qu'il y a une déconnexion entre finalement ce qu'ils votent et ce qui se passe. Et c'est là la difficulté, c'est d'arriver à faire rencontrer les deux, en fait. Et on aurait pu le rêver, et d'une certaine manière, les Français l'ont un peu imaginé ou espéré qu'il y ait des discussions, du compromis. Et c'était l'énoncé de Michel Barnier. Finalement, ce budget il va être discuté au Parlement. Même d'ailleurs, on laisse 5 milliards à débattre, en fait. Et puis, malheureusement, obstacle à cette rencontre, il y a le jeu politique. Et c'est là où je pense qu'il y a une difficulté et un danger. C'est comment, dans un système parlementaire qui n'est pas simple, fiscal qui est extrêmement compliqué, comment les Français y verront clair et comment ils n'auront pas l'impression que finalement ce sont essentiellement des postures qui aboutissent à un échec. Alors pour le coup, s'il y a une conséquence principale, c'est le gouvernement qui la subira. S'il y a 49.3, c'est au gouvernement qu'on en voudra. Emmanuel, donc Quentin Calmet, journaliste politique et parlementaire à Public Sénat, Pierrick Boineau est journaliste au service politique de France Info. Parmi les députés et les sénateurs que vous rencontrez, vous avez le sentiment, ils perçoivent ce que vient d'expliquer Emmanuel Rivière ? Alors non seulement ils perçoivent, mais de plus en plus au sein de la majorité, on a des députés, je pense. Ou alors il y a une déconnexion, enfin là on dit les parlementaires sont déconnectés, ils le sont je pas pense tant que ça. Notamment à un député qui s'appelle Arwan Balanan, un député Modem, qui est un habitué des médias, qui traîne beaucoup au 4 cols. Qui traîne beaucoup au 4 cols. Qu'est-ce que c'est les 4 cols ? Les 4 cols, c'est l'endroit où les députés viennent parler aux journalistes. Alors, c'est 4 colonnes, la salle des 4 colonnes. On les emmène pas vers nous, c'est eux qui viennent volontairement vers nous, donc quand ils viennent au 4 cols en général, c'est qu'ils ont quelque chose à dire, c'est qu'ils aiment parler aux médias. Bref, un député comme Arwan Balanan, député du Modem, on a vu aussi depuis le début de ces débats budgétaires, on pourra en reparler, que le Modem a une position assez subversive, j'allais dire, par rapport au reste du socle commun, donc la coalition autour de Michel Barnier, et qui nous disait, mais en fait, on n'en peut plus du 49.3. Qu'est-ce que je vais encore raconter à mes électeurs ce week-end quand je vais rentrer chez moi si Michel Barnier utilise le 49.3 ? Voilà, ils en ont conscience, et puis il faudrait être aveugle d'ailleurs pour en avoir conscience. Effectivement, le sondage que tu citais parle de lui-même. Les Français ont bien conscience que tout ça est un théâtre et qu'à un moment donné, le gouvernement va recourir de nouveau à un rapport de force. Je rappelle que Elisabeth Borne
sur le budget qui a été voté l'an dernier, a utilisé 11 fois, je crois, le 49.3. Donc c'est toute la procédure du début à la fin de l'examen du budget. On peut recourir 11 fois au 49.3, donc on peut passer 11 fois en force sur le budget, et ça donne évidemment une image désastreuse. Ça, en fait, le gouvernement ne peut utiliser qu'une seule fois le 49.3 hors texte budgétaire. Les textes budgétaires ne sont pas concernés par le 49.3 où il n'y a pas de limitation. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, à chaque étape, il faut utiliser un 49.3. Il y a la première lecture, ensuite il y a la navette parlementaire, le texte revient, et puis il y a enfin, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais même les conclusions de la commission mixte paritaire, si vous n'avez pas de majorité pour les voter, il vous faut réutiliser en bout de course un 11e 49.3, et sachant que le budget se décompose en le PLF, le projet de loi de finances, donc c'est le budget de l'État, et le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc la santé des Français, et c'est encore un deuxième texte, donc vous avez à chaque fois, ça multiplie, d'où le fait qu'elle l'ait utilisé 23 fois, et d'ailleurs elle se défend dans les médias, elle sort son livre, Elisabeth Borne, 20 mois à Matignon, et elle dit, en fait on m'appelle Madame 49.3, mais pour un budget c'est dit 49.3, donc elle essaie comme ça de nuancer. Donc il y a eu deux budgets plus un 49.3 pour les retraites. Ouais, tout à fait. Et après, elle avait déjà, pour répondre à ta question, Ludo, elle avait déjà une majorité qui était très courte, mais qui était même pas aussi courte, puisque là, il n'y a même pas de majorité. Et donc, lorsqu'elle avait une majorité relative très courte à l'Assemblée nationale, elle a eu recours, il y a eu la nécessité d'avoir recours au 49.3. Là, mettez-vous dans les chaussures de Michel Barnier, qui, lui, n'a même pas 250, 230 députés comme Elisabeth Borne, qui en a même peut-être pas 220 parce que le MoDem peut voter des fois avec la gauche, parce que sur certains sujets, il va avoir une majorité encore plus courte. Donc lui, on se dit qu'il a même pas, enfin, il aura aucune autre option à la fin que le 49.3, sauf à voter un texte qui lui plaira absolument pas, ou même qui sera même pas forcément cohérent, tellement il va y avoir au fur et à mesure des jours de séance, des mesures votées dans un sens et dans l'autre en fonction de qui sera présent en séance et qui votera quoi. Donc je pense que ça va rendre un projet de loi à la fin protéiforme, et l'obligation, ne serait-ce que pour avoir un texte cohérent, d'avoir recours en 49.3. Oui, alors Elisabeth Borne effectivement avait un peu plus de députés, mais elle n'avait pas 60 milliards à trouver. C'est quand même un autre des paramètres. C'est qu'il est extrêmement difficile. En fait, dès qu'on soulève une possibilité d'aller trouver de l'argent ici ou là, et là on est en train, si je ne dis pas de bêtises, d'examiner les recettes, et ça fâche déjà beaucoup. Quand on va rentrer dans les dépenses et des 40 milliards d'économies à trouver, ça va fâcher encore plus. Donc personne ne va en fait s'aligner politiquement, ça paraît injouable, de s'aligner sur un projet de budget qui permettrait d'avoir ne serait-ce qu'une majorité relative qui le soutienne. Mais donc il y aura 49 francs, enfin je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Après, une question, vous êtes plus féru de règles parlementaires que moi, c'est donc le 49.3 consistera à dire voilà le paquet, et puis on engage la responsabilité du gouvernement. Et toute la question... Le paquet que le gouvernement aura choisi de composer lui-même. Le paquet que le gouvernement aura choisi de composer lui-même, ce sera leur paquet. Et toute la question, comme le dit Pierrick, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans le paquet ? Est-ce qu'il y aura ou pas une possibilité de dire à la représentation nationale, de dire aux Français... on a gardé des éléments qui nous paraissaient intéressants, qui importaient par les uns et les autres. C'est pas neutre, parce qu'au fond, ce qui s'est joué déjà un peu plus tôt dans la question de qui devait participer ou pas à ce gouvernement, c'est une profonde déconnexion entre les Français et le jeu politique. Les Français voulaient qu'il y ait des représentants du parti qu'ils préfèrent au gouvernement Barnier. Il y a eu cette question qui a été posée à plusieurs reprises. Dans 3 sondages différents, on a plus de 90% des sympathisants LFI qui disent « Je souhaiterais qu'il y ait des ministres LFI au sein du gouvernement Barnier ». Alors ça paraît fou, ça paraît complètement déconnecté, mais qui est déconnecté, les électeurs ou les politiques ? Pourquoi les électeurs disent ça ? Parce qu'ils veulent être gouvernés là maintenant, parce qu'il y a des problèmes là maintenant, et donc ils veulent mettre des doses de leurs valeurs, de leurs choix, de leur orientation dans les orientations du gouvernement. S'ils le voulaient pour le gouvernement, on imagine bien qu'il voudrait qu'effectivement les parlementaires mettent dans ce budget des protections, des avancées, des choses pas trop, écartent ce qui est... Donc ça, en fait, on raisonne quand on est électeur dans l'idée que oui, ça doit être un budget de compromis. Est-ce que la perspective de devoir de toute façon recourir au 49.3 incitera le gouvernement à faire des gestes, à entendre les uns et les autres? Et plus encore, et je termine là-dessus, est-ce que les différents partis diront « Ok, on vote pas le budget, mais on reconnaît que ça a été mis, et c'est nous qui l'avons mis, donc quelque part on a travaillé ensemble pour les Français ».
ce que les électeurs attendraient, mais ce qu'à mon avis, on n'obtiendra pas à l'arrivée. Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est quel 49.3 ? C'est-à-dire que le 49.3 n'est pas toujours quelque chose qui est toujours la même chose. Il y a des fois des 49.3 un peu plus souples. C'est terrible à dire parce que ça semble tellement quelque chose un peu antinomique. Un coup près, ouais. Mais avec effectivement le gouvernement qui à la fin, lorsqu'il dépose ce 49.3, a recours au 49.3, va conserver des mesures ou pas. Et Elisabeth Borne elle avait plutôt tendance à ne rien conserver du tout. Mais donc là, des idées, pourquoi pas des propositions de certains camps. Et je voudrais rajouter une dernière information, c'est que le gouvernement Barnier a eu, je crois, 17 jours pour écrire ce projet de loi de finances. Donc, il y avait des copies qui avaient été En 17 jours, c'est pas beaucoup. Non, c'est rien du tout. C'est-à-dire que normalement, vous commencez les consultations au printemps, vous avez des rendez-vous à Bercy, même maintenant, depuis quelques années, le gouvernement jouait le jeu de faire venir les oppositions en faisant mine de négocier. Bon, les rencontres de Bercy, en vrai, ils en ont jamais gardé grand-chose quand c'était Elisabeth Borne à Matignon ni Gabriel Attal. Mais donc là, on sent bien que Michel Barnier, ayant eu 17 jours, il dit aussi on va s'appuyer sur les discussions parlementaires parce que même eux ils sont pas sûrs de savoir ce qu'il y a dans le texte et ce qu'ils veulent. Et ce que tu disais tout à l'heure sur les 5 milliards de trous, c'est que lorsqu'ils ont présenté le budget à Bercy le 11, donc il y a 2 semaines, ils ont dit ouvertement il y a 5 milliards d'économies, on verra où est-ce qu'on les fait en fonction du débat. Et donc il y a 5 milliards à trouver dans les dépenses des ministères, mais on ne sait pas, l'arbitrage n'est pas trouvé. Et on pourrait multiplier les exemples. Il y avait Anne Genetet, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui était au Sénat mardi, qui a dit devant les sénateurs que les 4000 suppressions de postes d'enseignants, c'était peut-être négociable. Alors elle dit ça aussi en disant on verra ce que votera le Parlement, mais aussi en disant je vais peut-être essayer de me battre moi aussi pour que ce soit pas 4000 mais que ce soit un autre chiffre. Et on voit ça dans tous les ministères. On pourrait multiplier les exemples de copies qui vont bouger sans doute. Madame Dariussec sur la santé qui dit on n'est pas sûr de moins rembourser les consultations médicales alors qu'on nous dit c'est 1 milliard dans le PLFSS. Ah bah en audition elle dit on verra ce qui en sortira. Donc les ministres qui sont vraiment en train aussi de s'approprier leur budget quoi, en même temps que nous. Un sujet hautement inflammable aussi qui est le gel des pensions de retraite, la désindexation pendant 6 mois des pensions de retraite pour faire des économies à l'État. 3,6 milliards. 3,6 milliards. Laurent Saint-Martin, lundi, a tout de suite dit que c'était négociable et que tous les retraités n'allaient pas être concernés, qu'on allait vraisemblablement devoir mettre en place un seuil en deçà duquel les retraites ne seraient pas gelées pendant 6 mois. Donc effectivement, oui, c'est work in progress, quoi. Vraiment, on est dans le travail permanent et on a bien compris effectivement que le gouvernement n'avait pas eu le temps de tout faire dans le détail. Le problème de ce work in progress, pour reprendre ton expression, c'est qu'il fait du dégât au passage. Et ça, c'est des choses qu'on observe quand on étudie l'opinion. C'est-à-dire que tout scénario fâcheux, désagréable, comme la non-indexation de l'ensemble des retraites, même si on revient dessus et qu'on épargne les petites retraites, et les enquêtes sont claires là-dessus, rejet massif de la non-indexation des retraites, ouverture à un scénario où les petites retraites seraient épargnées. Le problème, c'est que quand on a lancé la non-indexation, c'est presque entériné. C'est-à-dire que les gens s'approprient les mauvaises nouvelles comme acquises en fait. Et moi ça m'arrive très souvent, et à nous tous j'imagine, parce que c'est notre travail de suivre la politique, l'action gouvernementale, etc., d'entendre, de dire ben non, ça ils l'ont pas fait finalement, et ils ont renoncé, ou alors ça n'est pas fait, à des gens qui sont persuadés que le mal a été fait. Donc tout ce qui est évoqué actuellement, même si on revient en arrière, du coup ça rend assez dangereux de faire ce qu'on appelle un peu des ballons d'essai, c'est-à-dire de donner un scénario du pire, hein, et puis de dire après, vous voyez comme on est gentil, comme on est à l'écoute, comme on est prêt au compromis, puisqu'on n'a pas fait. Mais au passage, les gens ont cru que vous alliez le faire, et en plus, on pensait que vous aviez l'intention de le faire. On en parlait juste avant le début, justement de ça, de ce travail en commission notamment, dont on rend compte sur nos antennes respectives avec Quentin. On va peut-être le rappeler là ce soir, un texte qui est voté en commission, c'est pas forcément un texte qui sera voté en séance, un texte qui est rejeté en commission, un amendement qui est adopté en commission, et ben peut-être que ça ne verra jamais le jour. Je pense notamment aux pensions alimentaires, on en a beaucoup parlé hier. Bon, ça a été voté en commission, mais ça a été voté à l'Assemblée, mais bon, puisqu'il y aura en séance, mais puisqu'il y aura sans doute un 49.3 et que le gouvernement choisira in fine quelles mesures il garde, quelles autres mesures il ne garde pas. Tout ça, ça brouille, je pense aussi, beaucoup l'esprit des auditeurs et des téléspectateurs. Et c'est parfois un peu désespérant de voir que ce travail d'explication, de décryptage que vous pouvez faire, ce que ça devient dans la bouche de certains Français, pas tous, hein, mais certains, quand ils disent
Ils ont décidé que cette espèce de île un peu générique, qui englobe tout le monde d'ailleurs, toute la classe politique sans distinction, c'est eux et nous en fait, c'est ceux qui décident là-haut, qui vont faire ci, ça, et finalement, voilà, c'est là aussi où on remet un peu des couches et des couches. C'est un peu ce qui m'inquiète beaucoup dans la période qu'on traverse là, c'est qu'il y a énormément d'irritants qui, à mon avis, ne peut qu'aggraver cette espèce de divorce entre une partie des Français qui, au fond, s'en fichent un peu de savoir si tel ou tel a fait tel amendement, a voulu ça, etc., qui pensent que les gens qui nous dirigent nous font du mal et qui entendent tous les indices comme étant quelque chose que probablement ils vont faire. Et voilà, la cerise sur le gâteau en ce moment, c'est effectivement le scénario de possible rétablissement de la taxe d'habitation, qui est très emblématique de... Finalement, ils prétendent nous soulager et puis nous reprennent d'une main ce qu'ils ont donné de l'autre. Et pour compléter également ce que tu disais sur la désindexation des retraites, ce que vous disiez tous les deux, visiblement il n'y a personne pour le voter, hein, y compris dans les troupes qui sont censées soutenir Michel Barnier, que ce soit, voilà, on a bien entendu Gérald Darmanin et aussi Gabriel Attal en faire des lignes rouges dès le début. On voit que les LR aussi veulent revenir dessus. Donc là, Michel Barnier n'est pas aidé même par sa propre majorité, et avec juste, voilà, lui, il espère garder cette idée principale et qu'il répète depuis le début, c'est 60 milliards de baisse de la dépense, d'économie en général, avec 40 milliards de baisse de la dépense et 20 milliards de nouvelles taxes. Et lui, c'est un peu la ligne rouge, Michel Barnier, qu'il espère imposer en disant « Ok, si vous ne voulez pas de cette désindexation, proposez 3,6 milliards ailleurs. » Et sachant que c'est toujours très facile de effectivement revenir et de ne pas voter certaines mesures, c'est beaucoup plus difficile de dire on va enlever de l'argent ici, et ça fait tout de suite pas plaisir à ses électeurs. Michel Barnier a un peu dit, vous avez aussi on a eu cet échange le tout premier jour où Michel Barnier avait un peu fait du tac au tac comme ça avec Gabriel Attal en disant je serai preneur de vos propositions, il n'y a pas de souci, vous avez beaucoup de malice. ces lignes rouges, voilà. Et effectivement il y avait un petit côté genre attendez, moi je viens ici pour le déficit, voilà, moi je viens ici pour sauver un petit peu la situation politique, je ne suis pas voilà, à l'origine de ce déficit que je découvre. Et maintenant, je veux bien que vous me fassiez des leçons, mais ça va être aussi à vous de proposer des solutions. C'est vrai qu'il a bien joué à plusieurs reprises, Michel Barnier, mais il a fait une bêtise. En tout cas, ce gouvernement a fait une grosse bêtise. C'est que le perspective du 49.3, on l'a évoqué, elle semble à peu près inéluctable. On sait ce que ça a produit pour la réforme des retraites. Or, Emmanuel Macron, on ne peut pas dire le contraire, pendant sa campagne présidentielle, d'ailleurs il s'est beaucoup arc-bouté là-dessus, a dit je vais reporter l'âge de retraite à 65 ans. Puis on arrive à une réforme des retraites, 64 ans, 49.3. Là, Michel Barnier et le gouvernement ont dit on va épargner les classes moyennes. Or, les 2 tiers des Français pensent que les classes moyennes ne seront pas épargnées. Donc là, ça va être encore pire d'une certaine manière. On va aboutir probablement à un budget voté au 49.3 qui va démentir un engagement un peu rapide, un peu léger de mon point de vue, quand on sait ce qu'on peut mettre derrière les classes moyennes. Et donc là, ça risque d'être un peu plus grave et un peu plus douloureusement ressenti, le 49.3, plus le décalage entre ce qu'à un moment on a promis à sa décharge. Je pense que, enfin, en tout cas pour soulager le fardeau, je pense que les Français n'y ont jamais cru qu'on épargnerait les classes moyennes. Mais il y a un peu voilà, un flagrant délit de démenti de sa propre parole. Pierre, je t'ai vu tiquer. Oui, non, moi je pensais tout simplement à ce décalage entre effectivement le travail parlementaire, le ressenti, et en fait je lisais pendant que tu parlais la boucle WhatsApp qu'on a entre nous dans le service, c'est un peu des coulisses de l'info, mais on est là aussi pour faire les coulisses de l'info. Et là il y a des députés de plus en plus, il y a la question centrale du jour qui est de savoir si on va siéger, s'ils vont siéger ce week-end ou pas, et là les députés sont en colère parce qu'ils ne veulent pas siéger. Là, j'ai des députés qui nous confient non mais moi j'ai prévu d'emmener ma fille au cheval ce week-end, j'ai pas du tout envie. À quoi bon siéger 2 jours de plus? De toute façon, il y aura 49.3 à la fin. C'est-à-dire que même les députés n'y croient plus. C'est ça qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, ces règles démocratiques parlementaires désillusionnent les députés eux-mêmes. Quoi. On a vu plein d'exemples comme ça depuis la dissolution et cette nouvelle Assemblée nationale. Un très récent, lundi, il devait y avoir une motion de rejet préalable déposée par la France Insoumise, qui était en fait, qui n'avait aucune chance d'être votée, mais qui était une façon pour LFI de dire, bon bah voilà, nous on rejette ce budget et dès le départ on va déposer une motion, si elle est adoptée, le texte entier
est rejeté. Et le gouvernement a dû organiser une petite sauterie, hein, enfin une réception au ministère des Relations avec le Parlement de Nathalie Delattre pour s'assurer que les députés du bloc central, du bloc du socle commun, viennent à Paris et ne soient pas en circo ou en train d'amener leur fille au poney, parce qu'il y avait un risque que cette motion soit adoptée dès lundi soir, ce qui aurait fait capoter l'ensemble de l'examen du projet de loi de finances. Donc on en est à ce niveau pour être sûr que les députés viennent. Et j'ai une deuxième anecdote, c'est que actuellement vous avez un bureau de l'Assemblée nationale qui penche fortement à gauche, avec beaucoup de députés qui sont secrétaires de l'Assemblée nationale, questeurs, etc. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu l'élection à 1h du matin en juillet, la toute première séance où on élit le président de l'Assemblée nationale, ensuite les questeurs, ensuite les secrétaires, à 1h du matin, 2h du matin, les députés du bloc central, ils sont allés se coucher, ils en avaient un peu ras-le-bol, alors que la gauche est restée, le NFP est resté très mobilisé, et ils ont fait voter comme ça des secrétaires qui maintenant sont membres du bureau, ce qui fait que Yael Braun-Pivet, autour d'elle, elle a beaucoup plus de députés de gauche que ce qu'il aurait dû y avoir si les députés s'étaient pas démotivés, et ça donne quand même une image d'une Assemblée nationale où effectivement on parlait de motivation, en tout cas il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre vraiment du jamais vu, de cette espèce d'entre-deux, de flottement politique. Sur les postes de l'Assemblée, simplement, il y a aussi le fait que les députés du Rassemblement national, qui de fait auraient dû rafler la mise sur quelques postes, ont décidé, eux, de ne pas participer au bureau. Puisqu'on leur opposait certaines restrictions de postes, ils ont dit à un moment donné, puisqu'on n'aura pas nos 2 ou 3 postes alloués normalement, on ne participera pas du tout à ce bureau. Donc il y a eu un désengagement aussi des élus du Rassemblement national qui fait effectivement qu'aujourd'hui la gauche est surreprésentée dans les instances. On l'a vu encore à la vice-présidence récemment, là, ces derniers jours. Il y a eu 2 élections à la vice-présidence venant de la gauche, me semble-t-il, et aucune du Rassemblement national. Tout ce qu'on décrit là, vous expliquez très bien l'un et l'autre. Honnêtement, ça fait pas très envie. Enfin, ça donne une image qui est un peu désastreuse. Non, mais ça donne pas le sentiment d'un système politique qui est en train de fonctionner pour un pays dont on pense par ailleurs qu'il est en difficulté. Et ce que je vais dire est d'une banalité affligeante, mais je pense que c'est important de toujours y revenir. C'est-à-dire, on en est là parce qu'on a pensé collectivement qu'on pouvait se dispenser de trouver une majorité et de constituer une majorité, comme la plupart de nos voisins le font, parfois dans la douleur, parfois en allant chercher très loin l'arc et en tendant très fort l'arc, mais en se mettant d'accord. Hein, et en général, ce sur quoi on se met d'accord, c'est déjà le budget qui constitue le socle, et puis quelques grandes orientations de politique. C'est-à-dire que évidemment, ça aurait été très éphémère, une majorité constituée avec l'Assemblée issue des urnes du 30 juin et 7 juillet. Mais au moins le temps que ça tienne, on aurait eu un budget, peut-être. Et c'est là que, voilà, il faut aussi se poser la question, dans cette phase qui ressemble quand même beaucoup à la fin d'un système, c'est comment on a pu s'imaginer que l'exception française pouvait justifier qu'on se dise ça fait rien, on y va comme ça. Et ce qui, je pense, est un bon indicateur de ce qu'on est au bout d'une logique, qu'il va falloir vraiment repenser les choses, c'est que probablement, et indépendamment de sa couleur politique, Michel Barnier, dans la manière dont il s'y prend, c'est probablement l'homme de la situation. On ne voit pas très bien ce que, dans la méthode, il a raté, ce qu'il aurait dû faire autrement, ce qui n'allait pas dans son approche pour la situation telle qu'elle est. Qu'il aurait pu être de centre-gauche. Parce que pragmatique. Voilà. Parce que pragmatique, parce que pas doctrinaire, parce que lucide sur la situation, parce que prenant l'écoute, le dialogue, etc. Même si, après... Voilà. Et donc, quelque part, le signe que ça va donner, sans doute, c'est que ça ne peut pas durer très longtemps, cette affaire et ce montage qu'on a imaginé après les législatives anticipées. J'entends que ce soit un sujet, est-ce qu'on est à la fin d'un système, etc. Il y a aussi quelque chose qui joue, c'est 2027, ce qui est dans l'esprit de tout le monde, et des députés et des responsables politiques au sein des partis qui n'ont aucun intérêt, selon eux, à sauver la fin du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron. Et moi, j'aimerais quand même qu'on repose la question de était-ce vraiment si brillant et si disruptif que de dissoudre, comme l'a fait Emmanuel Macron, qui visiblement, et les enquêtes journalistiques continuent à sortir, on a encore une de l'Express cette semaine, une décision qui est vraiment justifiée ou qui a été imaginée
pour bien qu'Emmanuel Macron reste au centre du jeu politique. Et on peut se demander, voilà, est-ce que ça n'a pas aussi participé de cette fracturation de l'image des Français? Et lui qui visiblement ne regrette toujours pas cette décision, en disant, voilà, on a redonné la parole aux Français, etc. Alors que moi, j'y vois une forme de machiavélisme derrière qui est aussi, selon moi, une des origines du problème dans lequel on se trouve aujourd'hui. Oui, moi je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire tous les deux. Enfin, la séquence, je pense, elle est dramatique d'un point de vue image de la démocratie française. On a effectivement un président machiavélique, si tu veux, mais effectivement qui décide du jour au lendemain d'une dissolution à l'issue d'un résultat des européennes. On a des élections européennes qui se jouent, un premier tour qui se joue à peu près normalement, un deuxième tour où il y a ce fameux front républicain contre le Rassemblement national. Alors, les électeurs du Rassemblement national que je croise assez régulièrement, puisque c'est ma spécialité à France Info, le Rassemblement national, n'ont pas compris, se sont sentis trahis à ce moment-là. Et troisième étape, j'allais dire, de cette désillusion pour les électeurs, on a un gouvernement, certes, avec un Michel Barnier brillant, si on veut, sur la technique de gouvernance, mais on a un gouvernement qui est dirigé par une personnalité de droite, alors que la droite a perdu les élections. Donc il y a, je dirais, une triple désillusion des électeurs qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les électeurs ne s'y retrouvent plus et l'image de cette séquence est désastreuse pour la démocratie, à mon sens. Alors, Quentin posait malicieusement la question de savoir si c'était si brillant que ça de dissoudre. Si on regarde les enquêtes d'opinion, alors toutes les réponses à toutes les questions ne se trouvent pas loin, sans faux, dans les enquêtes d'opinion. Enfin, puisque c'est ma spécialité, si je regarde ça, la réponse est non, ça n'était pas brillant. Parce que ce soit pour la confiance des Français, l'image d'Emmanuel Macron, la confiance dans la capacité à affronter les difficultés du pays et la satisfaction avec ce qui a été fait de la séquence, on ne peut pas dire qu'il y a un sursaut démocratique et on ne peut pas dire qu'il y a une clarification, pour reprendre les mots du président de la République. Ce qui aboutit d'ailleurs à ce qu'on a quand même 80% des gens, pour sondagièrement confirmer ce que tu viens de dire, qui pensent que l'on n'a pas tenu compte du résultat des élections législatives anticipées. Et ça, c'est terrible parce que l'élection, c'est quand même le fondement de notre démocratie. À un moment donné, si les électeurs ne croient plus en cette élection, qui est quand même leur moyen principal de pouvoir s'exprimer, on est quand même dans une situation totalement compliquée pour nos gouvernants. Donc on doit se poser, on peut se poser, et beaucoup de politiques le font, de modifier, de changer cette constitution pour qu'effectivement ce genre de configuration ne se reproduise pas dans le futur. Et pour finir sur Emmanuel Macron, dans les derniers papiers qu'on lisait, on voyait bien aussi cette lutte interne avec Gabriel Attal et cette façon dont il a eu aussi de déchirer sa propre majorité. Et donc des députés, on évoquait leur manque de motivation à siéger ce week-end, etc. Des députés qui sont encore heurtés par la façon dont ça s'est passé en juin, des députés du camp macroniste, alors qu'on sait que c'est un mouvement politique, La République En Marche, Renaissance, qui est quand même basé sur le suivi d'une personnalité qui n'avait pas franchement de squelette politique très, très établi, mais qui avait une figure de leader, et tous ces députés ont un peu suivi l'homme providentiel, etc. Et aujourd'hui, même eux sont heurtés et comprennent plus les décisions de leur chef politique. Après, on n'est pas au bar, quoique c'est peut-être bientôt l'heure, mais si on était sur le zinc d'un bar, on dirait que c'est quand même leur métier quand même de voter les amendements, d'être présent le week-end. Comment ils peuvent confier ce désarroi Ils sont payés pour ça d'ailleurs, qu'ils travaillent du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche. Le problème, encore une fois, c'est que la désillusion dont on parle depuis le début atteint même le personnel politique. Mais donc plus sérieusement, et donc le travail parlementaire, puisque c'est cette perspective de 49.3 qui finalement va dégrader le travail parlementaire. S'ils ne sont plus là pour discuter des amendements, Ah mais ils vont être là, enfin certains d'entre eux vont être là. Après, on peut aussi imaginer qu'on va passer le week-end à débattre dans un hémicycle quasi vide, avec des amendements du coup qui vont passer non pas parce que la majorité des députés se sont exprimés, mais parce que la majorité des députés ne seront pas là. Donc là on va avoir également un résultat qui sera complètement faussé par rapport à la réalité, parce que le bureau de l'Assemblée ou la présidence de l'Assemblée ou la ministre des Relations avec le Parlement, parce que c'est une décision un peu collégiale qui se prend dans ces cas-là, aura décidé qu'il faut siéger ce week-end. Je pense qu'on est effectivement dans une période compliquée et que ce budget en majorité relative
nous montre tous les ans qu'on est finalement dans une crise crise institutionnelle, voilà. Enfin, crise de régime. Crise de régime. Alors bon, je laisse ces expressions en général aux gens qu'on interviewe, mais oui, on peut s'interroger effectivement. J'aime pas le mot crise de régime parce que ça fait, voilà, comme si on était à deux doigts de couper la tête du roi. De couper la tête du roi, ouais. Mais oui, on est dans une crise de fait institutionnelle, de régime, je sais pas, mais il y a en tout cas des choses qui vont pas. Et puis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie de siéger? C'est parce qu'ils ont tous compris qu'il y aurait 49.3 et qu'ils allaient passer des heures, y compris jusqu'à 3h du matin en séance, pour un rendu dont ils ne sont pas du tout maîtres. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose d'aussi concret que ça, et là aussi de très réaliste de la part des députés, même si on peut complètement regretter qu'il n'y ait pas 577 députés constamment en séance sur des choses aussi importantes que la loi de finances, le budget de l'État. Bah déjà là, il est 17h et Éric Ciotti, un ex-LR qui a donc rejoint le camp de Marine Le Pen, a tweeté il y a 20 minutes une photo de l'hémicycle où il y a ses anciens collègues, parce que ça se dénonce aussi entre députés, ses anciens collègues de la droite républicaine, donc les LR, les Républicains, les bancs des LR sont quasi vides. Et on est jeudi, il est 17h. Donc déjà, jeudi à 17h, il n'y a plus beaucoup de députés dans l'hémicycle. Donc on imagine samedi à 23h ou à minuit. Il y a Pignoufou dans le chat, salut Pignoufou, bienvenue chez toi, qui dit après, le 49.3 sur le budget, c'est un outil indispensable, on ne veut pas d'un shutdown à l'américaine. C'est un peu un fantasme ou pas ? On sait pas. Pardon, on sait pas. On avait fait des papiers sur publicsena.fr. Donc derrière la question de Pignoufou, c'est en fait, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Et puis en fait, finalement, on est obligé d'utiliser le 49.3, sinon on ne paye plus les fonctionnaires. Mais ça n'est jamais arrivé en France qu'on n'ait pas de budget voté un 31 décembre. Alors il y a eu 2 exceptions, mais c'était uniquement, il y avait besoin de quelques jours en plus après en janvier pour voter le budget, mais le fait d'avoir par exemple un budget rejeté au mois de décembre et aucune majorité pour le voter, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de cas de figure avant. Et quand même ça arriverait, ce qui risque de se passer à ce moment-là, c'est que le budget 2023, le budget 2024 serait reconduit en 2025. Voilà. C'était l'hypothèse qui avait été envisagée quand on se demandait si Emmanuel Macron, si Michel Barnier... On nous a parlé d'une deuxième possibilité, c'est de voter une petite loi de finances avec des choses qui font consensus, qui permettent de continuer à payer les fonctionnaires ou l'assurance maladie, et des choses les plus petits communs dénominateurs de ce qu'il faut absolument voter, et de prendre encore du temps pour voter les choses les plus compliquées qui ne veulent pas passer, sur lesquelles on n'arrive pas à voter. Sachant que voilà, on en revient à ce qu'on disait depuis le début, c'est que l'information principale, c'est qu'il y aura un 49.3. La question, c'est plutôt quand, et est-ce que ce sera un 49.3 où on retire tout ce qui a été voté par les députés, ou est-ce qu'on garde certaines mesures votées ici ou là au fur et à mesure de l'examen entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Avec la nécessité qu'à la fin, on donne aux Français l'impression d'une perspective aussi, parce que c'est là où ce qu'on disait, je crois que c'est toi, Quentin, qui en parlait de 2027. Oui, bien sûr que 2027 et la perspective de la présidentielle et l'idée qu'il faille être dans l'opposition pour avoir une chance à la présidentielle gouvernent un petit peu les choix et les arbitrages des uns et des autres. Mais c'est aussi un facteur de déconnexion. Les gens veulent être gouvernés maintenant. Ils n'en ont rien à faire de 2027. Ils pensent qu'il y a des problèmes à l'hôpital, ils pensent qu'il y a des problèmes de service public. Ils ne peuvent plus prendre de rendez-vous chez le médecin. Ils ont l'impression que dans leur quartier, ça se dégrade, que c'est très difficile de trouver un logement. Qu'on n'est pas dans la trajectoire des objectifs de l'accord de Paris. Tout un tas de choses comme ça. D'autres se soucient de l'immigration, d'autres se soucient de leur sécurité. Ils ne veulent pas attendre 2027 pour que tout soit résolu. Donc ils ont envie d'être gouvernés ici et maintenant. Et je pense que c'est insupportable pour beaucoup de gens, l'idée qu'on ajoute du désordre au désordre juste pour des choix tactiques, de pousser tel ou tel... voilà. Je sais bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Je te vois hocher la tête. Mais c'est juste insupportable pour les électeurs. Aucun intérêt pour ces formations politiques à sauver la fin du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est l'idée. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'asseoir sur nos principes, sur nos idées? Il y a aussi du fond. Il n'y a pas que. Il y a aussi l'idée de non, je refuse. C'est contre mes valeurs de voter cette mesure. On va pas comme ça noircir notre bilan politique, de notre famille politique pour sauver, parce que Emmanuel Macron a tellement fragmenté le paysage politique que maintenant il n'y a plus aucune majorité autour de son projet présidentiel.
C'est quelque chose, même pour un électeur, ah bon, j'ai voté pour le NFP, et au final, vous votez pas l'abrogation de la réforme des retraites, ou vous votez à la fin des petites retraites, enfin... Je veux dire, l'électeur peut aussi se retourner sur son député et ne plus croire en lui, ne plus vouloir voter pour lui aux prochaines législatives, qui en plus pourraient arriver avant 2027 pour le coup, puisqu'on peut avoir une dissolution dès juin prochain, donc avoir à nouveau des élections anticipées à l'année prochaine. Alors c'est quoi le calendrier là? Qu'est-ce qui va se passer pour le budget? Pour ceux qui nous rejoignent là, alors pour le budget, jour par jour. Alors, on va faire un peu de on prospective. est dans la partie recettes depuis lundi. Donc c'est la partie recettes, c'est en gros tout l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État. Il y a un vote solennel qui est prévu à l'Assemblée mardi, où donc les députés doivent se prononcer sur ce texte si on est arrivé au bout des discussions. Ensuite, on entamera la partie dépenses, donc pour une semaine encore. Et ensuite, le texte partira au Sénat. Tout ça, c'est évidemment s'il n'y a pas de 49.3 d'ici là, auquel cas le calendrier est caduc. Voilà. Mais c'est un peu flou, puisque effectivement, on imagine, on suppute qu'il y aura un 49.3, et d'ailleurs, on ne voit pas comment ça pourrait se passer sans. Sauf qu'on ne sait pas à quel moment il va être activé, et de ce moment où il va être activé dépendra la suite des débats. Le calendrier a son importance parce que je parle depuis tout à l'heure, parce que c'est mon métier de l'opinion publique, il y a une autre opinion, il y a des publics en fait. Il y a le public économique, les gens qui doivent investir, qui doivent embaucher, qui doivent dépenser, qui doivent faire leurs calculs, etc. Qui sont très concernés à la fois par le volet recettes et par le volet dépenses. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas, que ce soit l'économie sociale et solidaire ou l'économie purement privée, il y a des questions qui sont posées par un budget où il faut trouver 40 milliards d'économies et 20 milliards de taxes supplémentaires. C'est-à-dire tout ce qui se planifie, d'ailleurs c'est aussi une des conséquences pas brillantes de la dissolution, c'est le coup de froid que ça a jeté sur tout un tas de décisions, c'est l'impact que ça a eu probablement d'ailleurs sur l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Si on emprunte cher aujourd'hui, c'est aussi en raison de l'incertitude politique, autant que en raison de la situation financière du pays. Et donc, là aussi, les atermoiements ne sont pas très compatibles, enfin, ne font qu'aggraver le problème. Parce que des gens ont besoin de savoir, les entrepreneurs ont besoin de savoir quel sera le régime fiscal qui va s'appliquer à eux quand leur budget, leur business plan a prévu que ce soit dans telles conditions. Et si on dit qu'on va changer telle ou telle taxe, tel ou tel type de recette, tel ou tel type de subvention, ça pose des problèmes. Oui. Et pour continuer sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura aussi après le budget de la sécurité sociale, qui est donc un deuxième texte, avec là aussi des choses extrêmement concernantes. Est-ce que par exemple la consultation chez le médecin sera remboursée de la même façon aujourd'hui que l'année prochaine? Du coup, est-ce que c'est les mutuelles qui vont devoir prendre à leur charge une partie de ces consultations chez le médecin généraliste? Auquel cas, elles annoncent déjà qu'elles vont devoir augmenter leurs tarifs, alors que les tarifs ont déjà augmenté de 8% l'année prochaine et que ça pèse très lourd, notamment dans le porte-monnaie des retraités qui n'ont pas leur employeur qui paye, comme c'est le cas pour les salariés, une partie de la mutuelle, la plus grande partie des salariés. Donc ça, il y a des choses très concrètes, avec là aussi ce débat sur le décalage des retraites sur l'inflation. Ça, c'est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et plein de sujets, l'hôpital public, il y a énormément de sujets du quotidien qui viendront dans un second temps, dans un deuxième texte, mais à chaque fois des choses extrêmement concrètes, et on semble parler de choses un peu vaporeuses entre groupes politiques et personnalités politiques, mais à la fin c'est très concret sur combien est-ce qu'on paye notre mutuelle l'année prochaine, ou comment est-ce que ça va se passer pour les soignants à l'hôpital, des choses extrêmement concrètes. On sort un petit peu du sujet, mais il y a un nom qui revient souvent dans le chat, c'est celui de Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur. Peut-être pour toi, Pierrick, comment il est perçu chez l'électorat du Rassemblement National, Extrême National, qui sont des gens que tu connais un petit peu, puisque c'est ta spécialité à France Info, qui est l'extrême droite en général, le Rassemblement National en particulier. Il est forcément très bien perçu parce qu'il a Alors, ce que nous disent les électeurs du Rassemblement National et le personnel politique du Rassemblement National, c'est que Bruno Retailleau copie en fait le programme du Rassemblement National depuis quelques années. Il est très bien perçu, et je dirais même qu'il donne une occasion de plus aux électeurs du Rassemblement National de dire que finalement leurs idées sont majoritaires, répandues dans la société, puisque même le ministre de l'Intérieur pense comme eux. Donc finalement, là où on peut imaginer Bruno Retailleau a été nommé au gouvernement pour jouer le rôle de paratonnerre un petit peu de ce vote Rassemblement National, moi je perçois sur le terrain que finalement sa nomination vient crédibiliser, vient donner raison à ses électeurs qui nous disent finalement regardez, nous on vote Rassemblement National, alors certes on n'a pas un ministre de l'Intérieur Rassemblement National, mais on a un ministre de l'Intérieur qui pense exactement comme nous.
Donc c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons le vent en poupe, et finalement, la prochaine étape, c'est soit Jordan Bardella à Matignon s'il y a de nouvelles dissolutions dans les mois qui viennent, soit Marine Le Pen à l'Élysée en 2027. Donc je pense que si l'intention d'Emmanuel Macron était, et ou de Michel Barnier était de nommer Bruno Retailleau pour jouer le rôle de paratonnerre, j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, c'est un tout petit peu contre-productif. Alors, effectivement, Bruno Retailleau fait partie des ministres les plus appréciés par les électeurs ou les sympathisants du Rassemblement national. Et puis il rend service finalement au Rassemblement national. Il leur permet de rester dans cette posture qui consiste à dire on est responsable, on ne renverse pas le gouvernement tout de suite. Et d'ailleurs, regardez, il y a quelqu'un au sein de ce gouvernement qui fait notre politique, qui permet que les choses avancent dans le bon sens. Donc il est très très utile de ce point de vue-là. Alors d'ailleurs, c'est peut-être sa fonction, c'est de permettre que le gouvernement ne soit pas renversé tout de suite. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec Pierrick, il ne diminue pas la part de voix du Rassemblement national. Et plus du tout dans le schéma où Nicolas Sarkozy, au ministère de l'Intérieur, entre 2002 et 2007, avait vidé de sa substance le vote Rassemblement national, qui était à l'époque beaucoup moins puissant qu'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup, c'est Emmanuel Macron en ce moment aussi. On risque de l'entendre de moins en moins dans les prochains mois, puisque c'est d'ailleurs ce qui se passe en général dans une cohabitation. Alors on est dans une demi-cohabitation, on appelle ça comme on veut, mais on n'est pas tout à fait dans une cohabitation, sauf que Emmanuel Macron, ce qu'il risque de faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est se concentrer sur ses domaines réservés, à savoir la politique étrangère, voilà, et donc, ça lui a la défense. beaucoup réussi ces derniers temps, puisque effectivement, il a deux domaines, affaires étrangères, la défense, mais lorsqu'il a pris la parole... les domaines réservés du président de la République. Ouais, lorsqu'il a pris la parole sur Israël et que ses propos ont été rapportés, tenus au Conseil des ministres, ça a provoqué une tempête. Benjamin Netanyahou a même réagi. Du coup, lui-même, Emmanuel Macron, s'est énervé envers les journalistes en disant qu'il devait y avoir que ce qui était prononcé par la porte-parole du Conseil des ministres ou dans les communiqués qui devaient ressortir. Tu peux peut-être rappeler ce qui s'est passé Oui, il faudrait que je retrouve la phrase exacte, mais il a sous-entendu que Benjamin Netanyahou, il a pas devrait se souvenir que la création d'Israël avait été créée par l'ONU, par les Nations Unies, découlait d'une décision des Nations Unies. Alors c'était pour dire aussi, ce qui est vrai factuellement. Oui, mais c'était pour dire aussi. Ça fait débat parce que les Israéliens ont le sentiment de vivre. On va pas faire ici un débat sur le Proche-Orient. Ce sera un autre stream. Oui. Et mes audiences vont avec grimper dans ce coup. C'est mieux d'avoir des historiens et des spécialistes sur ces questions. En tout cas, c'était des propos qu'il a tenus au Conseil des ministres, qui ont été rapportés dans la presse. Et lui s'est énervé que les propos filtrent en disant les journalistes ne devraient pas chercher. Et donc, même sur les petits domaines réservés qui lui restent, il réussit à provoquer des crises internationales, puisque ça fait 10 jours ou une semaine que ces propos ont été tenus et que ça provoque toujours beaucoup d'irritation auprès des dirigeants israéliens, ce qui n'aide pas à apaiser dans une négociation qu'on aimerait reprendre. La France aimerait reprendre une négociation au Proche-Orient. Emmanuel Rivière. Oui, le président de la République a parlé de manque de professionnalisme. Alors, pour le coup, je crois que des ministres et des journalistes par la même occasion. On a pris une balle perdue dans l'affaire. La plupart des conseillers en communication diraient que quand quelqu'un se voit imputer des propos et qu'il regrette de se voir imputer des propos, le manque de professionnalisme vient de l'émetteur, qui n'a sans doute pas maîtrisé sa parole. De toute façon, c'est un moment très difficile pour Emmanuel Macron, qui bat ses records, ou quasiment ses records d'impopularité, dans tous les baromètres. Il retrouve les niveaux du pire de la crise des Gilets jaunes. Juste un mot peut-être sur le débat actuel au Parlement. On saura d'ici une demi-heure, visiblement, entre 18h et 18h30, si, je sais que vous l'attendez tous, cette nouvelle, si les députés siégeront ou pas ce week-end à l'Assemblée. Grosse nouvelle et restez branchés sur France Info. La radio, le Canal 27. 17h58, 36 secondes, messieurs. Je vois que mes autres invités sont bientôt arrivés. C'est donc l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, cher Pierrick Bonneau. C'est ma patate chaude aux invités avant de les quitter. Tu m'avais pas informé. Non, c'est une surprise.
Le mot de la fin, c'est que j'ai pas du tout réfléchi. Je peux pas passer en dernier, ce sera Si plus tu peux simple. passer en Allez, dernier. vas-y, Quentin. Le mot de la Oui, fin, eh ben, Quentin. je vais prêcher pour ma crèmerie. On le disait en tout début de stream, avant que tu n'arrives, Emmanuel, mais ça va être intéressant pour le Sénat, puisque voilà, il va y avoir des choses qui vont se débattre en séance au Sénat qui n'auront pas eu lieu à l'Assemblée nationale, et on va voir que effectivement la politique à l'ancienne va revenir, donc avec effectivement des sénateurs qui sont moins dans la diatribe, même si c'est très calme dans l'hémicycle. Mais voilà, moi je trouve que c'est toujours une bonne chose qu'il y ait un zoom sur le Parlement et que ça donne de l'intérêt au Parlement. On va voir qu'il y a quand même des choses qui se débattent dans l'hémicycle, même si à la fin il y a un 49-3. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Quentin. Politique à l'ancienne, mais probablement nécessité d'une réinvention. Il y a des opportunités, il y a de la gravité dans ce pays, mais la plupart des gens reconnaissent qu'il y a une situation à laquelle il faut apporter des réponses. Donc, je pense qu'ils apprécieront dans ce moment des politiques qui font preuve de sérieux, d'implication, qui expliquent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et qui sortent des jeux de posture. C'est ça qui est insupportable, en fait. C'est plutôt les jeux de posture. Si elle s'est fondée sur le fond, et comme tu disais, sur des valeurs, une vision, alors ça devient entendable et même ça devient intéressant. Restez branchés sur France Info, c'est un peu ça le mot de la fin, parce que même s'il y a beaucoup de théâtre à l'Assemblée en ce moment, la période est fascinante et passionnante, il y a beaucoup de bouleversements politiques et je pense qu'on le traite de façon le plus concernant possible à France Info. Donc écoutez-nous, parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines semaines. Et par amitié confraternelle, vous pouvez aussi aller voir nos amis de Public Sénat. Évidemment. 24 secondes. Merci Quentin Calmé, merci Emmanuel Rivière. Merci cher Pierrick Bonneau. Je vous chasse du plateau, je vous remets entre les mains de Jeanne. Pierrick, tu vas retrouver le chemin. Vous deux, peut-être que non. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Les autres dans le chat, restez avec nous. On quitte l'Assemblée nationale et nous nous faufilons silencieusement sur les autoroutes du gaz vers les hubs de l'énergie venue de l'Est, par exemple de la Fédération de Russie, qui a longtemps utilisé ses ressources en gaz pour affirmer la dépendance des Européens à son égard. C'est le sujet d'un livre qu'a commis Adina Revol. Ça s'appelle « Rompre avec la Russie ». Le réveil énergétique européen, c'est sorti hier en librairie et c'est publié chez Odile Jacob. Bonjour Adina Revol. Bonjour. Bienvenue. Adina, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des questions énergétiques. Vous avez donc commis, justement, je l'ai récupéré, Rompre avec la Russie, paru chez Odile Jacob. À vos côtés, Pierre-Jérémy. Pardon, je me suis trompé. À vos surcotés, Pierre-Jérémy. Bonsoir Jérémy. Vous êtes directeur d'investissement chez i24. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, ingénieur en chef des mines. Et en face de moi, à vos côtés, Maxence Cordier, ingénieur, expert associé en énergie et climat à l'Institut Montaigne, auteur d'énergie publié chez Tana. J'ai tout bon aussi ? Parfait. Bonjour, on dit quoi ? Non, 18h, depuis 1 minute 39, on dit bonsoir à France Info. Bonsoir à tous les trois, bienvenue. Adina, l'énergie, c'est le cœur de l'Europe, dites-vous en préambule. C'est la dernière phrase de votre avant-propos, je crois, un avant-propos qui commence par « L'Europe de l'énergie fut longtemps impuissante à cause du facteur russe ». Vous mettez cette phrase au passé simple. Le passé simple, c'est le marqueur d'une chose qui est terminée. Alors on y va peut-être tout de go, et les pieds dans le plat, puis après on va ouvrir d'autres tiroirs, mais est-ce qu'on dépend encore du gaz russe ? Est-ce qu'on en a fini avec le gaz de Vladimir Poutine ? Oui, on a fini avec le gaz de Vladimir Poutine et les chiffres sont très parlants. En 2021, on avait 45% de nos importations qui venaient de Russie. Aujourd'hui, nous sommes à 19%. Et une chose encore plus importante, la route ukrainienne va finir d'ici la fin de l'année. Donc, on va perdre encore des pourcentages de dépendance. Et puis, on a adopté enfin au niveau européen des sanctions sur ce qu'on appelle le transbordement du GNL dans le port européen. Ce qui veut dire que en fait, Vladimir Poutine ne pourra plus utiliser les ports européens pour exporter son GNL vers les marchés asiatiques. Gaz naturel liquéfié. Donc oui, c'est un fait géopolitique majeur. L'Union européenne, qu'on dit lente, qu'on dit divisée, parce que l'Union européenne a été divisée sur effectivement ce que j'appelle dans le livre le facteur russe, a su rompre avec détermination de la Russie. Effectivement, il reste un peu de gaz russe, mais l'objectif c'est 2027, l'objectif final. Et on y est presque. Pierre, je vous vois acquiescer. Oui, en fait, pour rebondir sur ce que disait Adina, je pense qu'on vient de vivre au cours des 4 dernières années un basculement majeur. Un basculement majeur qui est à la fois la rupture du cordon qui nous reliait à la Russie, qui est en train de se parachever avec la fin du pipe ukrainien, mais surtout la bascule de l'Union d'un espace économique qui était essentiellement alimenté en gaz par tuyau vers un espace économique qui est au premier ordre alimenté en gaz par gaz naturel liquéfié, donc par bateau. Et ça, c'est un vrai enjeu, puisque par définition, le gaz qui arrive du tuyau ne vient que d'un seul endroit, alors que quand il vient par bateau, on a le choix. Et ça, c'est un effet majeur en termes de diversification des sources d'approvisionnement.
Et peut-être pour aller dans ce sens-là, je pense que c'est aussi, ça a été révélateur pour l'Union européenne. C'est la première fois que la Russie a instrumentalisé le levier du gaz contre l'Union européenne. Et cette instrumentalisation a en fait commencé avant la guerre en Ukraine. Au moment du Covid, donc l'économie européenne a ralenti, l'Europe a consommé moins de gaz, donc la Russie nous en a vendu moins. À partir de l'été 2021, l'Europe a voulu consommer davantage de gaz et là, la Russie a refusé de vendre davantage de gaz. Il y a eu du chantage en septembre 2021 à Nord Stream 2, donc un gazoduc qui n'a jamais été mis en service et que la Russie voulait pousser, dont la Russie voulait pousser la mise en service. À l'été 2021, Gazprom, qui est l'opérateur gazier national russe, qui exploitait les stocks de gaz dans un certain nombre de pays européens, ne les a pas remplis. Donc on voit déjà qu'à l'été 2021, la Russie a préparé une crise du gaz. Elle a réduit les livraisons fin 2021 et c'est en février 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine, que la Russie a partiellement rouvert les robinets dans un moyen de faire pression. C'est un moyen de faire pression sur l'Union européenne pour lui dire si vous ne vous mêlez pas de la guerre en Ukraine, vous pourrez avoir accès à du gaz bon marché. Donc on a vu vraiment comment la Russie a instrumentalisé ce levier et je pense que ça a été révélateur pour tous les pays européens qui ont pris conscience du besoin de réduire les dépendances à la fois énergétiques et aussi technologiques vis-à-vis d'un certain nombre de grandes puissances. Maxence, vous êtes déjà venu dans le talk, il me semble. Effectivement, il y a quelques mois. Je sais que vous allez bien le faire. Avant de poursuivre, pour ceux qui nous rejoignent, qui sont peut-être pas, qui ont moins l'expertise que nous avons et que vous avez surtout sur toute cette affaire, vous pouvez pas vous lancer sur un petit point, le gaz russe, il nous vient comment ? Très concrètement. Comment il a cheminé pour des gens qui n'y connaissent rien sur le sujet gaz. Comme ça, on approfondit après. Alors puisque nous allons parler de gaz pendant 56 minutes et pour qu'on cadre un petit peu le débat. Avant la guerre en Ukraine, le gaz russe était environ une quarantaine de % du gaz qu'on consomme en Europe. Il était acheminé essentiellement par gazoduc, avec le gazoduc Nord Stream qui relie directement la Russie à l'Allemagne, les gazoducs Brotherhood et Soyuz qui passent par l'Ukraine, le gazoduc Yamal qui passe par la Biélorussie et le gazoduc Turk Stream qui passe par la Turquie. Aujourd'hui, avec le sabotage des gazoducs Nord Stream, il n'y a plus rien qui passe par là. Il n'y a plus de gaz qui passe non plus par Yamal. Donc le gaz aujourd'hui vient par l'Ukraine. Et comme le disait Adina, ça va s'arrêter. Il vient encore par le Turk Stream et il vient aussi sous forme liquéfiée, sous forme de GNL. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, il y a un autre moyen de transporter du gaz qui s'est développé, ce qui nous permet par exemple d'en importer depuis les États-Unis, depuis lesquels on ne peut pas faire de tuyaux. Les États-Unis sont beaucoup trop loin. L'autre moyen de transporter du gaz, c'est de le liquéfier en le cryogénisant à moins 161 degrés. On le transporte par navire, ensuite on le regazéifie dans des ports. Et donc les importations de GNL ont significativement augmenté depuis la crise. Oui, c'est un peu ce que j'explique aussi dans mon livre. En fait, ce marché de pipeline, en fait, c'est un héritage historique. C'est l'héritage de la hausse politique qui a été mise en place par Willy Brandt dans une volonté de normaliser les relations entre l'Allemagne de l'Ouest et puis l'URSS de l'époque. Et donc, on avait pendant 40 ans, on a eu un marché de gazoducs qui était effectivement un marché régional. Et aujourd'hui, la Russie en souffre parce qu'elle est en train de vouloir construire à tout prix des gazoducs avec la Chine. Parce que les gazoducs qu'elle avait construits, qui a été mentionné par Maxence vers l'Europe, sont amortis. Donc, c'était très, très intéressant d'un point de vue économique de vendre du gaz de pipe en Europe. Et bien sûr, ça a été encore dit, Poutine a divisé les Européens en inondant le marché européen avec du gaz pas cher. La compétitivité d'une partie des États européens a été construite sur du gaz russe pas cher. Et pendant des années, des investissements dans le GNL, donc le gaz naturel liquéfié en Europe, étaient impossibles parce que d'un point de vue purement économique, ce n'était pas rentable comparé au marché au gaz russe. Donc, effectivement, ça a été un facteur de division. Et puis, Poutine a utilisé ce gaz russe pas cher pour diviser et, in fine, il a renforcé sa pression sur les Européens lorsqu'il a demandé le paiement des contrats gaziers en roubles. Et là, il a coupé les gazoducs. Il a coupé le gazoduc à la Bulgarie, à la Pologne. Donc, il a coupé Yamal. Avant le sabotage de Nord Stream. Il a même inventé des excuses techniques pour des turbines de Nord Stream. Donc, en fait, il a utilisé l'énergie comme arme géopolitique. Dans le chat, il y a Volka, salut Volka, qui dit on reproche en fait à Poutine de faire du capitalisme. Ça n'est pas que ça. Hein. Bien au contraire, je pense s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de faire du capitalisme.
Parce que en fait, en ce moment, le choix de ne plus alimenter en gaz l'Europe coûte très cher à l'économie russe. En fait, c'est bien au contraire un choix anti-économique qui vise à servir exclusivement des intérêts politiques, dont la guerre et la continuation par d'autres moyens. Et en l'espèce, ce choix qui est profondément anti-économique reflète le fait que certes l'Europe était dépendante de la Russie et de ses approvisionnements par tuyaux depuis la Russie, mais que symétriquement, la Russie est aussi dépendante de ses exportations vers l'Europe pour assurer la balance des paiements qui leur permettait de fonctionner économiquement, de maîtriser leur inflation, de maîtriser la trajectoire de leur monnaie. Et en fait, c'est bien ça qui est en train de se passer, c'est que le choc que nous avons vécu de fin de notre dépendance au gaz russe, la Russie le vit en miroir par la fin de sa dépendance aux exportations de gaz vers l'Europe. Un chiffre très parlant, Gazprom a fait des pertes pour la première fois de son histoire, 6,4 milliards de dollars en 2023. Ce que dit Pierre est extrêmement important. Je pense qu'en fait, l'Union européenne, pendant longtemps, a une approche qui était essentiellement centrée sur le marché, c'est-à-dire l'enjeu, c'est de payer le moins cher et le bénéfice du consommateur et du citoyen européen viendra de ce qui coûte le moins cher. Donc si ça coûte moins cher d'importer, par exemple des panneaux solaires, des batteries, des choses comme ça, on importe parce que c'est ça qui va permettre de se positionner sur les marchés qui seront les plus porteurs et aussi de pouvoir, par exemple, décarboner au moindre coût. Cette crise-là, ainsi que d'autres crises, pendant le Covid notamment, ont montré que on ne pouvait pas se limiter à cette approche-là parce que d'autres pays peuvent instrumentaliser ça et s'arranger pour offrir un certain nombre de biens ou de services moins chers, ce qui entraîne une dépendance qui pourra ensuite être instrumentalisée. On l'a vécu très fortement sur le gaz, on pourrait le vivre un jour sur les matières premières, par exemple, pour lesquelles on est extrêmement dépendant, ou sur certaines technologies. Par exemple, dans le domaine des panneaux photovoltaïques, la dépendance européenne est quasiment totale, avec la Chine qui a une position ultra dominante dans le marché de la fabrication des panneaux photovoltaïques. Et donc ça, c'est une fragilité. Et là, depuis quelques années, l'Union européenne semble avoir pris conscience de ça. Alors, il reste encore beaucoup à faire, mais un certain nombre de textes, le Net Zero Industry Act, un texte aussi sur les matières premières critiques. Mais qu'est-ce que c'est les matières premières critiques? Matières premières critiques, ce sont les métaux en fait sur lesquels dépendent toute notre économie, donc le lithium, le cuivre, le nickel, le cobalt, etc. Et donc l'Union européenne commence à réfléchir à une stratégie industrielle. D'ailleurs, le fait qu'un vice-président ait été nommé avec un portefeuille de stratégie industrielle n'est absolument pas neutre. C'est quelque chose d'assez nouveau au niveau européen. Alors dans le chat, on a quoi? On a Luluc59. Salut Luluc59. Et qu'est-ce qu'il nous dit Luluc59? La désinformation made in France Info sur Twitch. Luluc59, tu peux poser toutes les questions que tu veux. On y répondra avec plaisir. Luluc59 qui nous précise, on oublie les sanctions contre la Russie. Alors justement, sur le gaz, il n'y a pas de sanctions parce que le principe même le des sanctions... 59 qui n'est pas si méchant que ça, alors c'est bon. Pardon, Adina. Le principe des sanctions, c'est de faire plus de mal à l'économie russe qu'à l'économie européenne. Et donc, au vu de la dépendance stratégique qu'on avait envers le gaz russe, les États membres n'ont pas adopté des sanctions. Il y a des sanctions sur le pétrole et il y a des sanctions sur le charbon, mais il n'y a pas de sanctions sur le gaz. Donc, en fait, la coupure avec le gaz russe, c'était une décision stratégique qui a été prise à Versailles, d'ailleurs, en mars 2022, avec un horizon jusqu'en 2027, sauf qu'entre-temps, Vladimir Poutine a décidé lui-même de couper les vannes, comme je l'ai dit, en fermant le gazoduc Yamal et ensuite Nord Stream 1. Et donc, en fait, finalement, l'Union européenne s'est tournée vers le marché du GNL mondial et elle s'est tournée aussi vers des fournisseurs fiables, comme la Norvège, par exemple, qui est devenu notre premier fournisseur de gaz aujourd'hui. Et je pense qu'il faut mesurer que dans cette crise qu'on a vécue sur le gaz, l'Union s'est aussi rendu compte pour la première fois que la souveraineté se définissait en fait comme le fait de choisir ses dépendances. Et que en fait, nos dépendances, c'est des dépendances communes à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, un État membre ne peut pas choisir tout seul de résoudre son problème gazier sans le faire avec les autres. En fait, tout simplement, les systèmes électriques et gaziers européens sont tellement connectés qu'on ne saurait pas siloter de nouveau. Et donc, ça a amené à une prise de conscience qui a amené une action commune. Et donc, pour la première fois, les États membres de l'Union se sont mis à essayer de répondre à la crise en commun par une action très politique et très souveraine. Un bon exemple, c'est qu'on a coordonné les stockages de gaz, qu'on a coordonné des achats. Alors ça n'a pas très bien marché au début, mais ça marche de mieux en mieux. Et donc quelque part, face à cette crise, l'Union a réussi à construire des instruments pour agir ensemble. Et ça, c'est un message d'espoir en fait.
Et c'est des instruments en fait qu'on pensait impossibles. Par exemple, l'achat groupé de gaz, c'est quelque chose dont on discute. La Commission l'a proposé pour la première fois en 1970. Ensuite, ça a été à nouveau en vogue après l'invasion de la Crimée. À l'époque, c'était Donald Tusk et même Jacques Delors qui l'avaient proposé, infaisable. Et finalement, on a réussi à acheter 42 milliards de mètres cubes de gaz. C'est presque un tiers des importations gazières. Et comme tu l'as dit, effectivement, certains pays l'ont utilisé plus que d'autres. Des petites entreprises, des PME l'ont utilisé plus que d'autres. Donc, c'est un mécanisme plutôt à la carte pour certains types de clients. Mais c'est un mécanisme commun et on va l'utiliser davantage à l'avenir. Donc, cette approche coordonnée avec l'hydrogène vert et possiblement peut-être aussi avec les matières premières. C'est Mario Draghi, d'ailleurs, qui le suggère dans le rapport qu'il vient de publier. Ça fait beaucoup marrer Maxence. Ah non, pas du tout. Vous voyez, sourire franchement. Non, je suis complètement d'accord avec ce qu'Adina disait. On voit vraiment une prise de conscience au niveau européen qui a été initiée par la crise Covid, encore une fois ensuite par la crise en Ukraine. Et donc, alors là, l'Union européenne tâtonne, mais en fait, une autre réalité dont on n'a pas encore parlé, c'est, n'ayons pas peur des mots, la guerre de protectionnisme qu'on peut constater entre les États-Unis et la Chine. Alors la Chine a je ne vais même pas parler de politique industrielle, c'est plus un écosystème industriel où tout le système politico-financier est au service de l'industrie. Les États-Unis ont toujours fait du protectionnisme et c'est quand même significativement renforcé sous Donald Trump, plutôt via une approche commerciale, et ensuite sous Joe Biden avec la prolongation de l'approche commerciale, c'est-à-dire des tarifs sur les importations, plus une approche industrielle avec du soutien aux investissements, à la production. Donc il y a eu le fameux Inflation Reduction Act, qui est un gros plan d'investissement chiffré par le gouvernement à peu près 300 milliards, mais chiffré par le Goldman Sachs plutôt à 1500 milliards. La Bipartisan Infrastructure Law, qui est aussi un plan à 1200 milliards, donc des investissements massifs. Et là, on voit que des projets industriels européens tombent et vont s'implanter aux États-Unis. Donc là, l'Union européenne se retrouve dans une situation où elle est obligée de réagir extrêmement rapidement si elle ne veut pas perdre son industrie. Et ça occasionne des changements de position. Par exemple, la position de l'ancienne commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, n'est pas du tout la même que celle qui est défendue par la vice-présidente désignée, Teresa Ribera, qui dans ses premières allocutions, annonce une volonté vraiment de davantage protéger les industries européennes. Adina, vous souscrivez ? Effectivement, il y a une prise de conscience qu'on ne doit pas remplacer une dépendance stratégique fossile, donc c'était envers la Russie, par une dépendance possible verte, donc notamment envers la Chine. Et donc là, il y a un certain nombre d'instruments que nous avons au niveau de l'Union européenne. Il y a des instruments normatifs, des instruments donc de protection contre l'utilisation tarifaire. Donc l'utilisation de la Chine de différents subsides indus, y compris sur le marché européen. Ça, c'est très important sur le marché du photovoltaïque et du solaire, par exemple. Mais après, on est face à ce que Mario Draghi appelle le mur des investissements. C'est-à-dire qu'en Europe, il faut investir massivement dans la transition climatique. Rien que le plan de sortie des hydrocarbures russes est chiffré à 210 milliards d'euros. On a beaucoup investi avec le plan de relance, et d'ailleurs, ça nous a aidé quand Poutine a coupé les robinets. Mais on a encore beaucoup d'investissements à faire. Et d'ailleurs, c'est sur la table de la prochaine commission. Il y a deux sujets. Le budget européen. En gros, combien est-ce qu'on va faire un nouvel emprunt européen sur le modèle du plan de relance, ou est-ce qu'on va créer un marché de l'investissement au niveau européen? Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs vont aux États-Unis parce qu'on n'a pas un marché des investissements au niveau de l'Union européenne. Ce qu'on appelle l'Union de marchés capitaux, un projet qui est sur la table depuis 4 ans et qui avance timidement. Et donc, en gros, maintenant, la question, c'est comment investir ensemble des sommes importantes pour
assurer à l'avenir qu'on n'a plus de dépendance stratégique dans l'Union européenne. On a, Maxence, tu as parlé du NZIA, donc le plan industriel qui est en train justement, qui accompagne le pacte vert, mais ça ne suffit pas. Donc on doit aller maintenant sur une discussion autour des investissements à faire. Et je signale qu'à partir du 2 novembre, le Parlement européen va se saisir de la question puisqu'il va auditionner tous les candidats pour le poste de commissaire et vice-président de la prochaine Commission européenne. C'est un moment démocratique très fort. Et donc, ces hommes politiques, ils vont devant le Parlement européen pour défendre leur portefeuille et leur mission. Et effectivement, Teresa Ribera a reçu dans sa lettre d'émission de la part de la présidente von der Leyen des objectifs de renforcement de la politique en matière de concurrence de l'Union européenne. Pierre-Jérémy ? En fait, j'aimerais rebondir parce qu'il y a un point sur lequel, alors je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord, mais sur lequel je pense que c'est important d'apporter beaucoup de nuances. C'est la question de la relation commerciale avec les États-Unis et avec la Chine. Tout à l'heure, j'ai introduit une première définition de la souveraineté, j'en introduis une deuxième, vous verrez que j'en introduirai d'autres au cours de l'heure qui est en train de passer. Oh, d'accord. La deuxième, c'est que la souveraineté, c'est aussi la réciprocité, c'est-à-dire c'est être traité comme un souverain par les autres souverains. Et en l'espèce, ça implique qu'en matière de relations commerciales, on applique aux autres que ce qu'eux-mêmes vous appliquent. Les États-Unis ou la Chine donc, font du protectionnisme avec des guillemets, en tout cas au sens large, c'est-à-dire qu'ils réservent une partie de leur marché public à leur production domestique, ils essayent de contenir certaines productions et de favoriser leurs acteurs domestiques. Ça, l'Union devrait le faire, et devrait le faire bien davantage. Mais ne le fait pas vraiment. Mais ne le fait probablement pas assez. En revanche, il faut se poser la question de est-ce qu'on peut réussir le choc d'investissement de la transition sans malgré tout accepter une partie d'importation chinoise ou en tout cas de pays à bas coût sur des composants clés dont on a besoin et qui sont maintenant très commoditisés, c'est-à-dire très universellement accessibles. Alors, par exemple, typiquement, le panneau solaire de base, y a-t-il du sens à réessayer de créer ex nihilo une activité en Europe sur un marché qui, globalement, a cessé, sur une activité industrielle qui a cessé d'exister depuis 10 ans. On a beaucoup essayé, la France a porté énormément de choses sur ce plan, mais dans une économie ouverte, on ne sait pas faire. Et la vraie question, c'est soit on assume de refermer un petit peu notre économie, et donc de réserver davantage les marchés publics européens aux panneaux. Ça, les Chinois le font chez eux, donc pourquoi pas. Aller jusqu'à mettre des barrières douanières, c'est s'exposer à un risque, parce que là, on irait plus loin que ce qu'eux font vis-à-vis de nous. Et à ce moment-là, on s'expose au risque de mesures de rétorsion, et donc de contre-mesures commerciales. Et après, on rentre dans une escalade, c'est-à-dire qu'on rentre dans une situation où nous, on va mettre une première mesure de défense commerciale, les Chinois en mettront une autre, et à la fin, c'est un jeu à somme négative où tout le monde perd. Et donc quelque part, oui, il faut certainement pas être naïf, il faut bien réfléchir à utiliser en miroir ce que nos partenaires font. Il faut réfléchir à quels enjeux et quelles industries clés on veut absolument protéger pour maintenir la compétence chez nous. Mais il ne faut pas non plus tomber dans on va réussir la transition en la faisant toute chez nous. Et réussir la transition au moindre coût, c'est aussi sortir d'une dépendance et c'est aussi améliorer notre souveraineté. On a le choix quelque part, en fait il y a un trade-off entre faire venir davantage d'équipements de transition moins chers pour plus vite sortir des fossiles et donc moins importer de fossiles. Et donc quelque part on substitue une dépendance à une autre, il faut le faire sans naïveté, il faut le faire en augmentant notre diversification. Et c'est probablement ça le point, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans un îlotage de l'Europe en fait. On peut essayer de travailler avec nos partenaires. Je suis assez d'accord. En fait, le débat ne doit pas être manichéen. C'est-à-dire, c'est pas d'un côté une économie complètement ouverte où on ne fait pas attention à ce qu'il advient de nos industriels et de l'autre côté, une économie qui serait complètement fermée à la nord-coréenne. L'idée, c'est plutôt que si un État membre de l'Union ne peut pas avoir des compétences et des industries dans tous les domaines, parce que la dimension de chaque État membre, même les plus grands, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, ne le permet pas, à l'échelle de l'Union, il apparaît difficile de n'avoir strictement aucune compétence dans ce domaine stratégique. Alors évidemment, je rejoins Pierre sur le fait qu'il y a des domaines stratégiques sur lesquels on peut encore se positionner et réellement faire des choses. Je pense par exemple aux véhicules électriques. Il y en a d'autres sur lesquels on est probablement déjà très en retard. Le panneau solaire photovoltaïque, par exemple, l'an prochain, la Chine va ouvrir une usine qui sera capable de produire une 50aine de gigawatts de panneaux solaires tous les ans. Pour donner une idée, cette usine à elle seule
pourra alimenter la totalité du marché européen. C'est-à-dire qu'une usine pourra alimenter l'ensemble de l'Europe. Et ce n'est pas le seul gigantesque projet qui doit voir le jour dans les toutes prochaines années. Donc on aura besoin des autres pays pour massifier les efforts de décarbonation. Par contre, il ne faudra pas être naïf vis-à-vis de notre industrie. Ça me permet aussi quand même de faire le lien. Là, l'Union européenne se trouve à un croisement, c'est-à-dire qu'on a mis un certain nombre d'outils en place dans les dernières années et décennies en termes de décarbonation. Là, l'Union, les États membres et le niveau communautaire se retrouvent face au défi de massifier ces efforts pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et là, on voit un certain nombre de blocages qui vont intervenir, des blocages institutionnels, parce que l'Union européenne n'a pas les compétences dans tous les domaines de l'énergie, par exemple, des blocages politiques avec des jeux de différents États membres, des blocages financiers, des blocages réglementaires, par exemple sur les durées d'autorisation pour créer des nouveaux projets d'énergie renouvelable, bas carbone, etc. Et donc, ça va nécessiter une refonte en profondeur de la gouvernance énergie-climat européenne et une nouvelle approche de ces sujets-là. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'avec Pierre, pour l'Institut Montaigne, en fait, on a initié un important travail donc, qui débouchera sur 3 notes, dont la première sera publiée d'ici quelques semaines, visant à identifier un certain nombre de ces blocages sur le chemin de la massification de la décarbonation pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et quelques propositions aussi pour pouvoir surmonter ces enjeux-là. Donc, en fait, on le voit, comme je l'ai écrit dans mon livre, l'énergie, c'est plus que jamais au cœur de l'avenir de l'Union européenne et de notre avenir tout court, parce que ce dont on parle là, en fait, ce sont des choses très concrètes. Je crois que il ne faut pas remplacer une dépendance stratégique par une autre dépendance stratégique. L'Union européenne, vous savez, on aime beaucoup les normes. On a une nouvelle norme au niveau européen, mais elle est bonne, celle-là. On a 40% des technologies qu'on appelle vertes, net zéro, au niveau à l'horizon 2030, qui doivent être produites en Europe. Parce que lorsqu'on parle justement de nos partenaires commerciaux, il ne faut pas oublier que le monde est basé sur des règles. Il y a une organisation mondiale du commerce. S'il y a une surproduction chinoise, elle ne peut pas envahir le marché européen. On l'a vécu avec les vélos, on l'a vécu avec les panneaux solaires qui ont été inventés en Europe, mais maintenant, en fait, on n'a plus d'industrie solaire en Europe. On vient de lancer au niveau de l'Union européenne une alliance solaire qui a un objectif de production justement à l'horizon 2030 qui est basé sur l'innovation parce que les panneaux solaires de première génération en Europe, on n'est plus du tout compétitif. Et après, on a aussi un deuxième étage de la norme européenne, c'est qu'on a mis en place des critères de durabilité dans les marchés publics. Et ça, on ne tombe pas dans le protectionnisme, on est justement... Je pense qu'il faut que vous vous expliquiez ce que sont les critères de durabilité dans les marchés critères de durabilité, c'est-à-dire que on favorise des produits qui ne sont pas importés, qui sont plus proches. En fait, c'est une sorte d'empreinte carbone, en fait, par rapport aux panneaux solaires ou par rapport aux technologies qui sont listées dans ce Net Zero Act. C'est-à-dire, on a une vingtaine de technologies et qui sont très larges. On parle d'hydrogène, on parle du nucléaire, on parle du solaire, de l'éolien, donc les technologies d'avenir. Et l'objectif, c'est que derrière, on arrive à avoir une sorte de leadership européen. Pierre travaille dans l'hydrogène. Donc, c'est un des paris du pacte vert européen, bien avant l'invasion de l'Ukraine, c'est d'inventer en Europe les technologies de demain, et l'hydrogène en fait partie. Et on essaie non seulement d'avoir la technologie, de passer d'un marché de niche à un marché de masse, mais aussi de construire le marché comme on l'a fait pour le gaz et l'électricité, donc construire les infrastructures nécessaires au niveau européen. Pierre-Jérémy, vous êtes un peu ce soir mon lobby de l'hydrogène. Vous pouvez peut-être non, un peu d'hydrogène. Non, mais simplement, je voulais pas intervenir sur l'hydrogène, mais pour rebondir sur le propos d'Adina, la particularité du système hydrogène européen tel que la Commission l'a envisagé avec les États membres, c'est que pour la première fois, on va construire une infrastructure énergétique à l'échelle de l'Union. Donc en gros de Stockholm à Séville et de Brest jusqu'à Bucarest. Et on ne va pas le faire en collant des systèmes nationaux et en essayant de les raccrocher les uns aux autres, ce qu'on a réussi à faire de manière quasi parfaite sur l'électricité. Là, pour la première fois, on va tirer le tuyau pour de vrai en partant de zéro, d'un point à un autre de l'Union, et on va essayer de faire émerger dès le début un marché européen. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire. Très concrètement, pour que ceux qui nous écoutent visualisent un peu.
Très concrètement, en fait, pour l'électricité, on a commencé par avoir des systèmes électriques nationaux, donc EDF en France, Electrabel en Belgique, leurs concurrents espagnols en Espagne, et puis graduellement, ils ont grossi à l'échelle de chaque État membre, et avec le travail de l'Union, on a réussi à mieux les connecter et à leur permettre de s'échanger l'électricité selon des règles de marché. Mais in fine, il y a eu un travail énorme pour arriver à faire en sorte que ces systèmes nationaux dialoguent sur la base de standards communs et des règles communes pour s'échanger de l'énergie. Là, pour l'hydrogène, on va dès le début imaginer un système qui est à une envergure européenne et pas comme un recollement de plusieurs systèmes nationaux. Donc c'est un changement complet et c'est un pas en avant dans l'intégration des systèmes énergétiques. Mais je voulais rebondir sur le propos très juste d'Adina sur le fait qu'on fait face à un choc d'investissement sans précédent. Qui rebondit sur l'idée de réciprocité. Il faut qu'on regarde mieux ce que les Américains ont réussi à faire sur la transition et ce que l'administration Biden a su faire sur la transition. Ce qu'ils ont su faire, c'est l'Inflation Reduction Act. Alors, on l'a beaucoup présenté en Europe comme étant un choc de subvention vers les industries vertes américaines, et c'est ce qu'il est. Mais il faut aussi le voir comme étant un choc de politique monétaire. Alors, je m'explique. C'est un peu étrange de dire qu'on va faire une loi sur la réduction de l'inflation, c'est ça que ça veut dire, Inflation Reduction Act, en dépensant des centaines de milliards d'euros d'argent public. Normalement, quand on dépense de l'argent public, on crée de l'inflation. Sauf que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils donnent cet argent aux entreprises sous forme de crédit d'impôt, et ces crédits d'impôt, à la fin, finissent dans le déficit du gouvernement fédéral, et la Banque centrale le finance avec de la dette à taux préférentiel. De manière très, très schématique. En Europe, on pourrait très bien imaginer, surtout maintenant qu'on sait différencier ce qui est un actif vert et un actif brun, que la Banque Centrale Européenne finance de manière préférentielle les actifs verts par rapport aux actifs bruns. Je pense qu'elle y est prête culturellement, en interne, mais maintenant il faut franchir le pas. On a travaillé énormément à différencier les actifs verts et les actifs bruns, à les peindre, mais maintenant il faut s'assurer que le vert, on le favorise vraiment, et la bonne manière de le favoriser, c'est avec des taux plus bas, tout simplement. Maxence ? Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Pierre. Donc c'est un travail qui a été commencé avec la taxonomie. Après, c'est un travail qui va devoir être prolongé. Il y a encore un certain nombre de biais au niveau européen. Par exemple, si on prend l'énergie nucléaire est exclue de la plupart des fonds. Donc il va falloir avoir une vision beaucoup plus holistique des systèmes énergétiques en différenciant... Donc plus global. Voilà, plus global, en différenciant bien les finalités des moyens de les atteindre. C'est-à-dire que la finalité, c'est de décarboner nos économies. Et il y a différents moyens de les atteindre. Il y a les énergies renouvelables, il y a les énergies bas carbone non renouvelables, alors que ce soit du nucléaire ou de la capture et du stockage de carbone, l'efficacité énergétique, la sobriété, etc., etc. Et donc ces moyens ne doivent pas être sur le même plan que les objectifs, mais bien servir ces objectifs-là. Donc quand je parlais tout à l'heure d'une réforme de la gouvernance énergie-climat européenne, en fait, là il ne s'agit plus de mettre en place un certain nombre d'outils les plus consensuels entre tous les États membres, c'est-à-dire les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, mais vraiment de développer une vision énergétique intégrée, systémique au niveau européen, qui respecte la diversité de chaque État membre, c'est-à-dire qu'on ne va pas décarboner Malte comme on va décarboner l'Allemagne, on ne va pas décarboner l'Allemagne comme on va décarboner l'Espagne, parce que les ressources de ces États-là sont différents, les besoins sont différents, les économies sont différentes, l'industrie est différente, la culture est différente, etc. Et donc il faut que dans les outils mis à disposition par l'Union européenne, cette différence se reflète, parce que si on ferme trop le système, si on le sclérose, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Et donc on sera tous in fine perdants. Je reviens. Pardon, Dina, je vous en prie. Oui, on vient en fait au point de base, c'est que l'Union européenne est ce qu'on appelle un price taker en matière d'énergie. On ne produit pas notre énergie, donc en fait on prend des dépendants, on prend les prix du marché mondial. Et tant que ceci reste, on a des prix qui sont beaucoup plus importants et que aux États-Unis, qu'en Chine, en Inde. Et donc du coup, c'est vrai, ça porte un coût à notre compétitivité. Mais j'aimerais aussi parler des taxes, parce qu'il y a le prix de l'énergie, prix final qu'on paye, mais est-ce que vous avez déjà regardé votre facture d'électricité ou de gaz ? Pas mal de taxes. Il y a en moyenne, au niveau de l'Union européenne, 40% de taxes. Il y a certains États qui font 30, d'autres qui font 40, avec des différences entre l'électricité et le gaz. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, au niveau de l'Union européenne, la taxation, c'est une compétence en fait nationale, et toute mesure se prend à l'unanimité. Et donc, la Commission essaie de revoir une directive sur la taxation de l'énergie depuis 2011, et elle n'y arrive pas.
Elle l'a même retiré en 2013 parce que la révision faisait plus de mal que de bien. Un nouvel texte a été introduit en 2019 qui n'est toujours pas approuvé. Donc voilà, c'est un sujet compliqué. Et derrière, la question qui se pose, c'est est-ce que la taxation de l'énergie est quelque chose qui doit être, qui devrait être une rentrée fiscale pour le budget de chaque État, en sachant qu'on a un défi de compétitivité devant nous. Alors, je remercie Adina d'avoir soulevé ce sujet parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et qui me tient particulièrement à cœur. En fait, je suis particulièrement inquiet en ce moment avec les débats, et je crois que c'était le débat juste avant là, sur le budget, PLF, sur le budget, parce qu'on voit toute une créativité pour essayer de taxer l'électricité, alors via une augmentation des taxes, l'accise sur l'électricité, via une augmentation une prolongation de la contribution sur les rentes inframarginales, via une taxation sur les capacités. Sauf que tous les scénarios de décarbonation reposent en partie sur de l'électrification. Donc si on matraque fiscalement l'électricité, en fait, on va empêcher cette électrification, on va manquer nos objectifs climatiques, on va continuer à gréver notre balance commerciale parce que les combustibles fossiles nous coûtent quand même quelques dizaines de milliards d'euros par an, donc ça pèse lourd dans la balance commerciale. Et comble du comble, in fine, ça va aussi affecter le budget. C'est-à-dire que si on continue à développer des nouvelles capacités électrogènes, des énergies renouvelables par exemple, tout en dissuadant l'électrification, donc il y aura plus d'électricité produite que ce qui est demandé, donc les prix de marché vont diminuer. Or, les énergies renouvelables sont protégées via des compléments de rémunération par l'État, c'est-à-dire que le prix de vente est garanti d'une certaine manière par l'État. Donc si le prix de marché est faible, ça veut dire que l'État va devoir compenser davantage, donc payer davantage. Donc même pour le budget, c'est pas une bonne mesure. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire très attention parce que ce qu'on s'apprête à faire est extrêmement dangereux. Et là où je rejoins Adina, c'est que je pense qu'au niveau européen, il faudrait mettre un certain nombre de règles là-dessus, notamment pour hiérarchiser les taxes sur l'énergie en fonction de leur contenu carbone. L'électricité, aujourd'hui, est moins taxée que le gaz fossile en France. Et ça, c'est... Ce que dit Kael dans le chat, taxer l'électricité, c'est vraiment, il est débile, il faut taxer le fossile. Bah oui, tout à fait. C'est quelqu'un de sage, dit Volca, à votre égard. Voilà. Bon. Et là, si on poursuit dans cette direction, l'électricité sera encore plus taxée en février prochain. Donc il faudrait que les combustibles fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon pour les pays qui en utilisent encore, soient davantage taxés que les énergies bas carbone. Et énergie bas carbone, je ne pense pas uniquement à l'électricité, mais ça peut être aussi le biogaz, les biocarburants, etc. Oui, en fait, alors, pour remettre les ordres de grandeur, donc rajouter 1 euro de taxe sur l'électricité, ça rapporte au budget de l'État à peu près 1 euro par mégawattheure, ça rapporte au budget de l'État à peu près 280 millions d'euros sur l'année qui vient. Mais en fait, si on regarde combien ça va coûter en dépenses d'accompagnement additionnelles. Il faut préciser que ça paraît énorme comme somme, c'est pas formidable non plus. Oui, alors à l'échelle du budget de l'État, c'est évidemment pas grand-chose. C'est pas beaucoup. Mais en revanche, ça coûte en dépenses d'accompagnement additionnelles. Parce que si on veut toujours que les gens achètent des véhicules électriques et achètent des modes de chauffage bas carbone, eh bien, il va falloir les accompagner davantage et donc qu'il y ait un peu plus d'aide de l'État pour que ces investissements demeurent rentables pour les ménages. Et en fait, on peut montrer que ce surcoût additionnel sur l'ensemble de la période future, il est lui aussi de plusieurs centaines de millions d'euros. En fait, juste aux bornes des ménages, on peut démontrer que si on ne regarde pas juste l'effet budgétaire de l'année prochaine, mais les effets budgétaires sur le long terme, en fait, quasiment tout l'argent qu'on gagne, on le redépensera plus tard en pire. Donc en fait, il y a un vrai choix de politique publique à faire, mais sur ce sujet-là, bon, moi, c'est un peu difficile de m'exprimer. Ceci étant dit, il y a effectivement un vrai enjeu pour l'Union à coordonner le signal de sortie des fossiles. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la directive taxation énergétique. C'est aussi l'ambition de l'ETS2, donc du prix du carbone dans le secteur du bâtiment et des transports, qui est de mettre davantage d'incitation à sortir des énergies fossiles en les rendant tout simplement plus chères. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a un coût politique, qui a un coût social qu'il faut accompagner, et ça c'est très légitime, mais c'est quelque part la seule manière de faire. Parce qu'en fait, si on ne donne pas un prix aux choses, on ne sait pas comment allouer les ressources. Et si on ne donne pas un prix aux émissions de carbone, on ne sait pas où est-ce qu'on peut faire le plus d'efforts pour les réduire. En fait,
En fait, on parle ici de l'acceptabilité sociale de la transition climatique et Pierre vient de parler de la pauvreté énergétique. Et c'est un sujet très important au niveau de l'Union européenne. Dans chaque État, il y a environ 10%, donc au niveau de l'Union européenne, il y a 10% de la population qui est en situation donc, de pauvreté énergétique. Et c'est à peu près, il y a des États qui ont plus, d'autres qui ont un peu moins, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est la deuxième puissance économique mondiale. On a 10% de notre population qui est en situation de pauvreté énergétique. Et donc, il y a le mécanisme ETS2, effectivement. Donc, on a donné un prix au carbone pour les bâtiments et pour le transport, parce que ce sont des secteurs encore énergivores. Et les bâtiments, c'est extrêmement important parce que c'est 40% de la consommation énergétique. Et les bâtiments seront là en 2050. Donc, il faut effectivement réduire les émissions dans les bâtiments. Mais derrière, il faut accompagner avec des fonds de transition juste. On a au niveau de l'Union européenne un fonds de transition juste pour aider les PME et puis les citoyens qui sont le plus affectés par cette augmentation du prix de l'énergie. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Adina vient de dire. Et pour aller plus loin, il faut voir que ces investissements-là, ce ne sont pas uniquement des coûts, c'est aussi un moyen d'éviter des coûts. Pendant la crise de l'énergie, la France a dépensé plus de 100 milliards d'euros de boucliers tarifaires, donc et qui étaient en bonne partie des aides aux combustibles fossiles. Et ça, c'était des sommes qu'on a dépensées à fond perdu. Si on les avait dépensées avant pour se sevrer des combustibles fossiles, pour moins en consommer, pour aider les gens à remplacer leur chaudière à fioul, à gaz, pour s'équiper en véhicule électrique, ces sommes-là auraient été dépensées d'une manière qui aurait préservé les services rendus par les combustibles fossiles en s'en sevrant. Et c'est de l'argent qu'on n'aurait pas eu besoin de dépenser en situation de crise. Donc en fait, tous les investissements qu'on évite dans la transition maintenant, ce sont des investissements qu'on paiera plus tard à fond perdu quand il y aura la prochaine crise du gaz, la prochaine crise du pétrole. Et un point qu'il faut, je pense, bien mesurer, c'est que ce que permet la transition énergétique, c'est aussi de résoudre nos dépendances, ou en tout cas de les réduire énormément. Et quelque part dans cette promesse-là, il y a le fait qu'on passe d'un monde où le prix d'un mégawattheure dépend du prix du baril, du prix du gaz et un peu du prix du CO2. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et qu'on peut passer de ce monde-là vers un monde où le prix du mégawattheure, c'est le prix du capital, c'est-à-dire à combien je dois m'endetter pour construire ma centrale nucléaire, mon réseau électrique, mes panneaux solaires et mes éoliennes. Et puis subsidiairement le prix du terrain ou de la complexité administrative, à quel point c'est dur d'installer ce type d'équipement. Et donc en tout cas, on passe d'un monde où on est très dépendant d'une poignée de commodités énergétiques que, hélas, la Providence a très très mal distribué sur Terre et a plutôt distribué chez des gens qui sont peu sympathiques, ou en tout cas dans de nombreux cas, vers un monde où globalement on a une possibilité d'être dépendant de n'importe qui a du vent ou du soleil. Et ça, c'est beaucoup plus de monde, y compris des gens assez sympathiques. Et donc quelque part, on diversifie, et donc on est moins dépendant, et donc on est plus souverain. Adina. Oui, j'ai pensé à une anecdote lorsque tu parlais des investissements qu'on peut faire aujourd'hui et qui coûtent moins cher. En fait, en 2011, j'ai voulu changer mes fenêtres et ça coûtait super cher. Il y avait un crédit d'impôt. Enfin, c'était franchement, j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué. Et ça me coûtait trop d'argent par rapport à mes revenus de l'époque. Donc, du coup, j'ai abandonné. Et puis après, je suis allée travailler à la Commission européenne à Bruxelles où j'ai vu les négociations sur la directive efficacité énergétique. C'était une des mesures de la directive. Et c'était très difficile d'ailleurs d'avoir un consensus au niveau européen sur les économies d'énergie parce que ce n'était pas un objectif juridique pour l'Union européenne. Donc du coup, c'était vu comme peut-être un peu moins important, surtout parce que c'était très difficile d'assurer les investissements derrière, parce que c'est très capital. Donc il faut investir beaucoup d'argent pour rénover un bâtiment. Et en fait, le plan de relance est arrivé et j'ai visité en France plein de bâtiments d'administration publique, plein d'écoles, d'universités qui ont pu être rénovés grâce au plan de relance. Donc c'est une question d'investissement en fait. Comment on finance la rénovation thermique des bâtiments? Et c'est une question européenne. Moi je suis née en Roumanie, je connais les barres de bâtiments communistes voilà, qui existent partout en Europe de l'Est, mais qui seront toujours là en 2050. Donc il faut les rénover. Et le plan de relance européen a aidé ça, mais encore une fois, maintenant le plan de relance il est presque fini. Et d'ailleurs, je rajoute un point important, c'est que si on a pu résister
à la coupure du gaz russe, c'est aussi grâce aux économies d'énergie, parce qu'on parle beaucoup du nucléaire, de renouvelables, mais on oublie la sobriété énergétique. Et là, il y a 2 points. La rénovation. On a réduit notre consommation de 18% sur 2 ans, donc ça fait 140 milliards de mètres cubes de gaz, c'est presque les importations russes. Et ensuite, ce qui se passe aussi, et peut-être que c'est l'avenir, c'est la numérisation des bâtiments. Et là, on a des entreprises européennes comme Schneider qui sont des leaders mondiaux. Et donc, peut-être aussi un des objectifs de la prochaine commission, c'est de travailler sur les moyens d'apporter plus de numérique dans la transition verte. Et je pense un point qu'il faut bien mesurer, c'est que ce que propose la transition énergétique, c'est aussi des gains intrinsèques d'efficacité. Parce que quand on passe par exemple d'un véhicule avec un moteur à explosion à un véhicule avec un moteur électrique, qu'il soit alimenté par une batterie ou par une pile à combustible avec de l'hydrogène, on passe d'un objet qui a une efficacité énergétique de 25%. C'est-à-dire que globalement, pour faire 25 kWh de route, vous brûlez 100 kWh d'énergie, à un objet qui a plutôt une efficacité énergétique de l'ordre de 75%. Donc en fait, on multiplie par 3 la performance énergétique. C'est à tel point que si vous preniez votre diesel, vous le brûlez dans une centrale électrique raisonnablement performante, vous trimballez l'électricité sur des câbles, vous chargez une voiture électrique ou un véhicule hydrogène avec, vous êtes quand même plus efficace que de mettre le diesel dans un moteur à explosion. Je pense qu'il faut quand même mesurer à quel point un moteur à explosion, c'est quand même un objet qui est vraiment très peu performant, même les plus récents. De la même manière, quand on passe d'une chaudière gaz à une pompe à chaleur, pareil, c'est à peu près x3, voire un peu mieux. Donc en fait, le seul fait de passer à des modes bas carbone gagne de l'efficacité énergétique et gagne de la performance. Et donc gagne aussi de l'autonomie, puisqu'on a moins à importer de nos tiers. Pour rebondir sur le propos d'Adina, ce que ça montre bien, le succès du plan de relance et le succès de l'investissement dans l'efficacité énergétique un peu partout dans l'Union, c'est l'effet très positif d'un choc d'investissement impulsé par la puissance publique, par de l'émission monétaire, parce que c'est quand même comme ça que ça s'est fait, qui remet du capital bon marché fléché vers la transition. On a su le faire en one shot au moment de la crise, mais il y a une vraie question de savoir s'il ne faudrait pas le faire de manière pérenne vers les financements verts. Vous avez vu que je reviens régulièrement sur ce point. Je pense que c'est en fait le truc important et probablement le seul truc important que Mario Draghi n'a pas osé dire. Et je pense qu'il n'a pas osé le dire parce qu'en tant qu'ancien de la Banque Centrale Européenne, il ne voulait pas, quelque part, s'imposer à ses successeurs, ce qui est tout à son honneur. Je reviens très près du sol et j'espère que je ne vais pas insulter mes viewers. Il y avait des questions tout à l'heure pour revenir sur le gaz russe, sauf que le chat a défilé et que je ne les trouve plus. Donc c'est très embêtant pour moi. Je ne retrouve plus ta question. Désolé, c'est moi, 10 secondes, là c'est la fin du stream, j'ai chaud et tout. Pardon. Non, enfin, il y avait une question, mais je ne retrouve plus l'intitulé exact. C'est maintenant le... Ah, si, c'est bon, je l'ai. Salut Bandini, c'est une question de Bandini. Bandini qui vous pose la question. Qui dit question par conséquent, puisque les 40% de notre consommation de gaz russe est passée à presque 8%, est-ce que la Russie a trouvé d'autres clients? Maxence, peut-être? En bonne partie, non. En fait, et ça rejoint ce qu'Adina disait tout à l'heure sur sanctions ou pas sanctions. Pourquoi est-ce qu'on met des sanctions sur le pétrole et pas sur le gaz? Parce qu'en fait, sur le pétrole, ça nous affectait peu. Le pétrole, c'est un matériau qui est bien mondialisé. C'est-à-dire que le pétrole qu'on n'achète plus à la Russie, on l'achète à d'autres fournisseurs. Qui eux vont en vendre moins à d'autres clients qui eux vont l'acheter à la Russie. Typiquement, l'Inde a augmenté ses importations de pétrole russe, qu'elle paye un petit peu moins cher, donc l'Inde est contente et la Russie est contente. Il y a même des pays qui se sont spécialisés dans le blanchiment de sanctions, typiquement l'Arabie Saoudite, qui vend davantage de pétrole saoudien et qui importe du pétrole russe pour eux. Donc les Saoudiens brûlent du pétrole russe, ce qui leur permet de vendre davantage de pétrole saoudien, donc non sanctionné vu qu'il est saoudien, à l'Union européenne. Pour le gaz, c'est différent parce que l'essentiel du gaz transité par gazoduc. Alors justement, il y a Baleno qui dit salut Baleno, on salue tous Baleno, bonsoir Baleno, qui nous dit on sait qu'il y a une flotte fantôme de pétroliers russes, mais est-ce qu'il y a aussi des méthaniers fantômes russes? Je pense que vous alliez oui, tout à fait. tirer cette corde. Alors il y a des méthaniers et la Russie a des terminaux GNL, donc pour liquéfier le gaz et le vendre à droite à gauche. Par contre, ces infrastructures n'ont pas du tout la capacité de se substituer au gazoduc. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Russie est en train de
d'avancer très fortement sur un projet qui s'appelle Force de Sibérie 2, qui est un gazoduc qui vise à connecter les champs de Sibérie occidentale à la Chine pour pouvoir rerouter jusqu'à un tiers du gaz qui est vendu à l'Union européenne vers la Chine. Et ce projet est tellement stratégique pour la Russie que même si la Chine, pour l'instant, n'a pas donné son feu vert et n'a rien signé, la Russie a commencé les travaux. Normalement, sur des projets de cette ampleur, à plusieurs dizaines de milliards d'euros ou de dollars, enfin, ce que vous voulez, on ne commence pas le chantier tant qu'on n'a pas signé des contrats. Mais là, la Russie l'a commencé parce que justement, elle cherche à tout prix des débouchés pour son gaz futur. Adina. Et pour le GNL, en fait, il y aura des sanctions, c'est-à-dire que les ports européens, à partir de mars 2025, ne pourront plus être utilisés. Ce qui veut dire que pour envoyer du gaz du GNL russe vers la Chine, il faut passer par la route maritime du Nord. Donc, ça va être d'autant plus difficile. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Maxence a dit. En fait, l'Europe a été un très bon client pour la Russie, parce qu'on était d'une certaine façon prisonnier du gaz russe. On avait besoin du gaz pas cher pour notre compétitivité. Et finalement, la Chine, elle n'a pas besoin du gaz russe pour sa compétitivité, parce qu'ils font du charbon, ils font du nucléaire, ils n'ont pas besoin de la Russie. Donc nous, on payait un prix premium, on payait un prix, on était fiable en dollars. C'est pas sûr que les Chinois, ils vont être aussi ils vont acheter autant de quantité de gaz déjà et qu'ils vont payer le même prix. On sait très bien que les Chinois négocient beaucoup. D'ailleurs, sur ce sujet-là en particulier, la Chine sait très bien qu'elle est en position de force, donc pour l'instant elle n'a rien signé, et les négociations qu'elle a entamées avec la Russie sont extrêmement fortes, c'est-à-dire qu'elle veut du gaz pas cher et sans aucune obligation de le prendre, c'est-à-dire si elle en a besoin elle le prend, si elle n'en a pas besoin elle ne le prend pas, alors que d'habitude sur ce genre de contrat il y a des conditions take or pay, c'est-à-dire même si on ne veut pas du gaz on est obligé de payer, ce qui donne quand même une visibilité aux vendeurs pour investir dans ces infrastructures. Donc la Chine voit bien son intérêt aussi dans ce projet-là. Autre question de Petit Tofu. Salut Petit Tofu. Bonsoir Petit Tofu, qui nous dit pauvre Gazprom, certainement avec un petit peu de malice, mais qui pose la question plus sérieusement, c'est en fait finalement est-ce qu'utiliser du pétrole et du gaz, finalement, c'est donc financer la Russie? Alors ça dépend où on le fait. Après, ça amène à une question, c'est l'Union européenne a réussi à se mettre d'accord, c'est un sujet qui fait beaucoup débat, sur la fin de vente de véhicules thermiques en 2035. On s'est mis d'accord sur un moment où on cessera, sur le fait qu'en 2035, plus la durée de vie d'un véhicule thermique, on cessera d'utiliser des carburants liquides fossiles. Donc on sait qu'il y a une date future où on a arrêté de le faire. Bizarrement, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur la même chose pour tout un tas d'autres équipements qui consomment des énergies fossiles. Enfin, il n'y a pas de date comme 2035 pour la construction de nouvelles centrales à gaz ou à charbon neuves, pour la construction, alors dans mon secteur, de nouveaux vaporéformeurs de méthane, c'est-à-dire les machins qui fabriquent de l'hydrogène avec du gaz naturel. On n'a pas du tout mis ce genre d'interdit. C'est quand même une vraie question. C'est-à-dire que si on a envie d'arrêter, voilà. Si on a envie d'arrêter de fumer, il faut commencer par plus acheter de cigarettes, quoi. Après, pour revenir sur le point, je pense qu'effectivement, c'est indéniable que de toute façon, chaque baril acheté déplace un petit peu un marché mondial, et que sur ce marché mondial, il y a plein de participants, dont la Russie. Alors, le seul truc, c'est que comme la Russie, via les sanctions, ne peut vendre qu'un sous-ensemble de partenaires commerciaux, elle vend à un prix qui est découplé du marché mondial. Donc, rassurez-vous, le diesel que vous achetez à la pompe n'a pas vraiment d'effet sur la formation du prix du baril auquel la Russie vend à l'Inde. Voilà. Je pense qu'on peut vous rassurer. Il y a au moins ça qu'il ne faut pas regretter quand on achète quelque chose à la pompe. Voilà. Après, en fait, la Russie, on a une longue histoire avec la Russie. Là, il se trouve que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc là, il s'agit d'arrêter de financer l'effort de guerre de quelqu'un qui... Un ennemi juridiquement, mais bon, qui ressemble quand même un petit peu. Il s'agit donc de sortir de cette dépendance, puisque Vladimir Poutine a utilisé donc, le gaz comme une arme
politique pour nous diviser, pour diviser les Européens. Ils pensaient qu'on allait être divisés, justement, parce qu'on était divisés avec le gazoduc Nord Stream, South Stream. On signait des accords bilatéraux, justement, avec des clauses take or pay, qui d'ailleurs ne sont plus en accord avec les règles européennes. C'est interdit dans les règles européennes. Mais Poutine les utilisait justement dans les accords qu'il signait notamment avec les pays de l'Est, qui savaient plus faibles. Et donc aujourd'hui, je crois que l'Union européenne est engagée dans cette transition climatique et on le sait très peu, on est le seul continent qui avons une loi climatique. Donc ce qui veut dire qu'en 2050, on doit être un continent climatiquement neutre. Et maintenant, l'enjeu, c'est de faire face au mur d'investissement, de mettre en place les règles qu'on a, les fameux 40% donc d'industrie verte en Europe en 2030. Et puis, Enrico Letta vient de faire un rapport pour dire qu'il faut finaliser un certain nombre de marchés, parce qu'en Europe, Jacques Delors a lancé le grand projet du marché européen, mais il y a encore des domaines qui ne sont pas encore finalisés. L'énergie en fait partie. Il faut encore interconnecter un peu plus l'Europe et il faut créer le marché de l'hydrogène qui est capital pour réaliser la transition climatique. Question toute bête de Volca. Salut Volca, salut. Mais alors, est-ce qu'il y a des sources de matières premières en Europe? Maxence? Ou Adina? Comme vous voulez. Oui, il y a des, Ah bah, il y a des gisements. Il y a plusieurs projets d'ailleurs, même en France par exemple. Si on regarde le lithium, il y a un projet porté par Imerys dans l'Allier. Il y a du lithium géothermal dans l'est de la France, l'ouest de l'Allemagne. La grande difficulté en Europe, c'est la question de l'acceptabilité. En fait, on a en bonne partie abandonné l'industrie minière en Europe parce que les gens ne veulent pas de mines à côté de chez eux. C'est très vrai en Europe, ça l'est de plus en plus d'ailleurs dans un certain nombre de pays. Je pense au Pérou par exemple, qui a fermé des mines de cuivre, si je ne dis pas de bêtises, dans les dernières années pour des questions d'acceptabilité. Par contre, il faut voir que ouvrir des mines en Europe, c'est à la fois un moyen de sécuriser les approvisionnements, pour des approvisionnements dont on aura besoin pour décarboner, mais c'est aussi un moyen de contrôler, d'avoir un meilleur contrôle sur les conditions sociales et environnementales d'extraction. C'est-à-dire qu'il y a des normes en Europe, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas exploiter des enfants dans les mines, tandis que les métaux qu'on importe, qui ont été extraits... Vous mettez ailleurs... très bas les normes. Non, mais c'est une réalité. Hein. Le cobalt qu'on utilise aujourd'hui, il vient en bonne partie du Congo. Et on sait qu'il y a des mines artisanales. Ça, c'est une réalité. Si la Chine s'est positionnée aussi fortement dans le domaine des terres rares, c'est parce qu'elle a accepté un dumping environnemental. Donc, relocaliser... on ne sera jamais prêt à ça. C'est pas dans le sens de notre histoire. Ça veut dire aussi payer plus cher les métaux parce que ça coûtera plus cher de les extraire avec des bonnes conditions. Une mine a toujours un impact, effectivement, mais par contre, on peut extraire les métaux avec des meilleures conditions sociales et environnementales, où on fait plus attention aux salariés, où on fait plus attention à l'environnement, où il y a de la remédiation des sites après la fin d'exploitation des mines. Ça, c'est aussi extrêmement important. D'ailleurs, en France, il y a énormément de sites qui ont été exploités dans les décennies passées, qui aujourd'hui sont encore suivis sur le plan environnemental. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut construire avec les populations. Il faut leur expliquer qu'une mine aujourd'hui, c'est pas la mine de Germinal d'il y a 200 ans, qu'on peut faire différemment, et expliquer aussi les bienfaits qu'on peut en attendre. Sécurisation de l'approvisionnement et aussi meilleur contrôle des normes sociales et environnementales. Pierre, Jérémy? Alors, une autre manière de répondre à votre question, en deux parties. La première, c'est que la production d'une économie, en macro, on apprend que c'est une fonction qui dépend du capital et du travail. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc si j'ai le droit de donner un poncif en 55 minutes... Reparlez-nous un peu de souveraineté tout de même. Et ouais, je le garde pour le mot de la fin, celui-là. Et en Europe, ça tombe bien, on a du capital, encore faudrait-il le flécher et l'employer correctement, et on a du travail, c'est-à-dire qu'on a une ressource humaine d'excellente qualité, mais encore faut-il la mettre en valeur et lui permettre d'être aussi innovante que possible. Et dernier point, toujours dans notre modèle de Solo, on a un système économique qui est propice à l'investissement, c'est-à-dire qu'on a un cadre d'état de droit, on a un respect du droit de la propriété, on a tout ce qui fait pour qu'une économie puisse se développer. Et c'est probablement ça les meilleures ressources dont l'Europe dispose, c'est son intégration, c'est la qualité du marché européen. Autre versant et autre manière de répondre, beaucoup plus physique,
une ressource qu'on a en Europe et dont on ne parle pas assez, c'est la ressource agricole. L'Europe est un exportateur agricole majeur à l'échelle mondiale. Et c'est une ressource qu'on n'exploite pas suffisamment et je pense qu'on a un peu abandonné pour son importance macroéconomique dans l'action européenne. Il va y avoir un énorme enjeu dans la prochaine politique agricole commune de repenser une vraie vocation agricole de l'Union et notamment et de réassumer le rôle macroéconomique du secteur agricole européen. Adina, vous vouliez intervenir? Non, je ne peux que souscrire effectivement à ce qui vient d'être dit. En Europe, on a des compétences et lorsqu'on parle de la transition climatique, il faut savoir que la plupart des compétences dont on a besoin en 2030 ne sont pas encore là. Donc, on doit créer... on a le modèle des académies, on a créé l'académie de l'hydrogène, maintenant on a créé l'académie du solaire, justement pour créer les compétences de demain. Et puis, effectivement, c'est clé. C'est extrêmement clé d'avoir les gens, puisqu'on l'a vu, on parlait tout à l'heure des bâtiments. Souvent, on ne trouvait pas la main-d'œuvre pour réaliser la rénovation thermique des bâtiments. Donc, une transition ne peut pas être réussie sans les compétences, sans l'humain. 18h57, oh zut, j'aurais presque pu dire l'heure à l'heure pile, j'attends 2 secondes. 18h58, chers amis, c'est l'heure déjà de presque nous quitter, c'est en tout cas l'heure du mot de la fin. Peut-être un mot de la fin souverain, Pierre-Jérémy. Oui, alors j'amène du coup la troisième définition. La troisième définition de la souveraineté, c'est d'être capable de préserver son autonomie décisionnelle dans un état d'exception. Et donc, état d'exception au sens d'une situation de crise. Et il s'avère qu'on a effectivement, en Européens, réussi à continuer à décider des choses ensemble dans une situation de crise, qui avait tout pour nous séparer, pour nous scinder en blocs disjoints. Et état d'exception comme étant aussi ce qui diffère de l'application mécanique des règles de droit ou des règles du marché. Et là encore, on arrive à décider d'autres choses que de la pure application du droit et du marché et à prendre des décisions. Et la transition est le meilleur exemple. Choisir d'aller vers le net zéro, c'est quelque chose vers lequel ni le droit ni le marché nous amenaient naturellement. C'est un vrai choix politique et c'est probablement la meilleure affirmation de notre souveraineté commune. Maxence Cordier, le mot de la fin? Comme mot de la fin, j'aimerais dire que les choix qu'on fait aujourd'hui sont structurants. Il faut arrêter de penser que finalement un peu toutes les opinions politiques se valent, que toutes les décisions se valent et qu'in fine on arrivera toujours plus ou moins au même point. Aujourd'hui, sur le plan industriel, sur le plan climatique, on est vraiment à un moment de bascule. Si on prend les mauvaises décisions, on peut perdre notre industrie assez profondément et on peut rater notre transition climatique, ce qui là pose un côté existentiel. Donc il faut se mettre dans les conditions de réussir à nous sevrer des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, c'est encore 70 à 80% de l'énergie qu'on consomme en Europe, donc c'est vraiment un défi majeur et ça va nécessiter aussi de revenir sur certaines positions traditionnelles, de se réinterroger sur notre vision de la consommation, de nos attentes, de la structuration des compétences nationales, européennes, etc. Et donc ça c'est vraiment, je pense, le défi de la mandature européenne qui arrive, mais aussi le défi d'une génération. Il faudrait que je réécoute, mais ça ressemblait fort, je pense, au mot de la fin que vous aviez signé il y a quelques mois. Vous étiez probablement à la même place, au moins vous tenez à peu près la ligne, mais je vais réécouter. Le mot de la fin, Adina Revol. C'est de l'autocohérence. Au moins vous tenez la ligne. Une forme de cohérence chez vous, c'est bien. Adina Revol, le mot de la fin. Je pense qu'on l'a vu, quand l'Europe veut, l'Europe peut. On a pris des décisions qu'on pensait impensables en matière de vaccins, en matière de gaz, en matière de rupture avec la Russie. Donc en matière de transition climatique, on a pris des décisions qui structurent notre avenir et c'est essentiel. Et donc je pense que l'unité, notre unité commune est le bien le plus essentiel qu'on a et il faut le garder. Merci à tous les trois dans le chat. Tiranium qui dit Maxence radote. Non, Maxence c'est cohérent. 19h, passé de 59 secondes. Merci à tous les trois. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci de nous avoir guidés sur les autoroutes du gaz, les sentiers du pétrole, les horizons énergétiques de nos ambitions européennes, 3Z. Merci aussi à vous dans le chat pour vos questions, pour vos messages sympas. Merci aussi pour vos messages pas sympas, mais il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Vous avez de toute façon le droit de râler. Merci en tout cas à chaque fois pour votre courtoisie. C'est toujours chouette de vous entendre grogner, affleurer, moucheter. Merci à Pascal
Pascal à la Réal, merci à Jérém Alamodé qui vous lit, qui vous censure parfois quand vous êtes pénible. Vous n'avez pas été pénible. Merci à Steph au visuel, merci à Jeanne à la programmation. Pour ceux qui ont raté le début du stream, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, le stream de ce soir est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour le réécouter, rendez-vous sur l'offre podcast du portail de Radio France. Nous, on se retrouve mercredi prochain à 17h et jusqu'à 19h. Attention, nouveaux horaires, oulala, on va essayer de plus bouger, 17h, 19h. Avec quoi au programme, Jeanne ? Merci, effectivement. Donc la semaine prochaine, on se retrouve à 17h pour parler de la sortie de Call of Duty, donc de 17h à 18h. Et en deuxième partie, c'est encore à voir, mais logiquement, on parlera de l'intelligence artificielle qui pourrait ou pas nous rendre heureux. C'est la question qu'on va se poser. Une vaste question. 2 salles, 2 ambiances. Merci Jeanne, programmatrice du stream. La discussion se poursuit sur Discord. Venez passer une tête. Je réponds à tout le monde, même si je ne suis pas toujours. En tout cas, je passe une tête et je réponds à ceux qui me posent des questions. Donc allez-y. Jules va mettre le lien dans le chat. Et puis, si je n'y suis pas quand vous y êtes, rendez-vous donc mercredi prochain à 17h. Certainement pas de bonne heure, mais je suis certain de très très bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et tous. Salut.